Une des particularités de Tintin que j'ai évoquées ci et là, c'est que les premiers albums ont eu le droit à plusieurs versions. Si les albums suivants Tintin en Pays de l'Or Noir auront encore quelques retouches ici et là, principalement quelques dialogues et sur une case de temps en temps, c'est le dernier qui aura vraiment le droit à une grosse refonte. Principalement parce qu'il était resté inachevé au début de la guerre, c'est déjà une bonne raison. C'est l'occasion de parler plus longuement des différentes versions. Vous le savez, les premiers albums sont sortis en noir et blanc. Il y avait 3 bandes par page, c'était assez aéré, mais assez vite Casterman a souhaité d'abord que les histoires soient colorisées, mais aussi réduire le nombre de pages, notamment pour réduire les coûts. Et c'était une grosse réduction, car on est passé d'un peu plus de 120 pages à 62. Hergé était assez d'accord pour certains albums, moins pour d'autres, mais harmoniser sa série est tout de même devenu quelque chose d'important pour lui. Cela dit, on l'a vu dans les épisodes précédents, pour pouvoir vraiment s'y atteler autant qu'il le souhaitait, il a fallu qu'il y ait des collaborateurs comme Jacobs, histoire que la charge de travail soit moindre étant donné qu'en parallèle, il devait sortir des nouveautés. Même en passant en 4 bandes par page, pour en réduire de moitié le nombre, Hergé a dû faire des coupes et condenser le reste. Pour Tintin en Congo en 1946, on l'a vu, il a déjà allégé le côté colonialiste. Mais si le remplacement du cours de géographie par le cours de mathématiques est un des passages les plus fameux, il en va de même pour de nombreuses autres cases. Les Congolais parlent un français légèrement meilleur, des répliques sont moins morbides, l'album restera quand même un sujet de crispation pour l'éditeur, la presse et une partie des lecteurs, et ne sera plus disponible pendant les années 60, avant que les copies pirates de plus en plus nombreuses et l'insistance d'Hergé poussent Casterman à finalement le rééditer. Les albums suivants seront également modifiés, mais généralement pour des raisons moins sensibles. Dans les nouvelles versions, des scènes moins inspirées sautent, des modifications sont apportées pour corriger quelques erreurs, comme l'apparition de Milou à côté de Tintin à un point de l'histoire d'Iscar du Pharaon où il est séparé de son maître. Mais aussi des corrections techniques ou encore rendre les intrigues plus fluides. Les personnages voient leur caractère changer, notamment Philémon Cyclone dans Les Cigares du Pharaon, dont le personnage était plus ambigu à l'origine. Il devient clairement un gentil dans la version 1955. Le Lotus Bleu, c'est plus particulier. L'album a été colorisé donc, mais pour ce qui est de redessiner les personnages, Hergé, à cause de sa charge de travail, ne s'est attelé qu'aux 4 premières pages. Ensuite, ça ne concernera que les décors. Or, ça se voit pour une chose en particulier, le visage de Tintin. Je me souviens clairement qu'à 10 ans déjà, cette cassure entre les pages 4 et 5 me paraissait flagrante. Mais ma plus grande interrogation étant enfant était quand même l'île Noire. Pendant la guerre, l'album original est ressorti en couleur avec déjà quelques petites modifications. Mais en 1965, l'éditeur britannique signale à Hergé qu'il y a énormément d'erreurs dans l'album. Bob de Moor est envoyé en repérage et Hergé redessine cette aventure entièrement, corrigeant 131 erreurs. Mais fatalement, le style d'Hergé a évolué par rapport aux années 30, et le voir placé entre l'oreille cassée et le sceptre d'autocar m'interloquait étant môme. Étrangement, je n'ai pas pensé tout simplement à demander à ma famille. Alors, l'album est selon moi très bon, y a pas de souci, mais je ne dirais pas qu'il harmonise la série. En prenant l'ordre chronologique original, je dirais plutôt qu'il casse son évolution visuelle. Je veux dire, les éditions finales du Congo en Amérique et des Cigares du Pharaon, redessinées 15 à 25 ans après l'original, ont tout un style déjà proche du style, disons, définitif de la série. Puis vient le Lotus Bleu, qui a donc une cassure après 4 pages. Puis l'oreille cassée dans la continuité des 58 dernières pages du Lotus Bleu, c'est-à-dire style d'avant-guerre. Puis l'île Noire qui fait faire un bond de 30 ans dans son style. Puis le sceptre d'autocar où on revient des années en arrière. Donc, harmonie visuelle, oui et non. Les retouches des albums suivants seront déjà plus modérées. Il y aura de la censure, notamment Haddock buvant au goulot d'une bouteille d'alcool dans le Crabe aux pinces d'or, quelques répliques modifiées, des nationalités changées comme je le disais, de l'autocensure parfois. Le Crabe aux pinces d'or garde des stigmates d'avoir été trop condensé. 4 pages ont dû être rajoutées avec un énorme dessin unique. Quant au cas des soviets, Hergé s'y refusera toujours car l'intrigue, si tant est qu'on puisse la nommer ainsi, était vraiment trop inconsistante, trop au jour le jour, trop ridicule, trop maladroite. L'album a été longtemps indisponible également, mais là aussi, les copies pirates auront poussé Casterman à une véritable réédition, identique à l'original. Il faudra attendre 2017 tout de même pour avoir une version couleur, mais rien d'autre n'a changé. On en arrive au cas du Temple du Soleil qu'il a fallu reprendre après 2 ans d'interruption, mais je l'évoquais brièvement dans un précédent épisode, il a été achevé dans la douleur, car peu après la fin de la guerre, Hergé est tombé en pleine dépression entre sa surcharge de travail et la manière dont il a été traité à la Libération. Il a eu énormément de mal à venir à bout du Temple du Soleil, la publication dans le journal de Tintin a même été interrompue alors qu'il avait craqué. Il était parti sans prévenir le journal et sans demander son reste pour se ressourcer ailleurs. Une fois revenu, histoire de le soulager un peu, un collaborateur propose la mise en place de cette bande, qui était les Incas, en astuce pour avoir moins dessiné. Ces fugues dureront jusqu'à la fin de la décennie. Une dernière fois en automne 1949, alors que depuis plusieurs mois, il a enfin repris l'or noir depuis le début, mais ses problèmes demeurent, et il craquera, et il laissera le journal en plan. Cela, forcément, créera quelques tensions avec Raymond Leblanc, et il lui faudra beaucoup de temps pour s'en sortir. Donc voilà, l'or noir est le dernier gros morceau, question deuxième version. Hergé va enfin l'achever, dans un contexte où, justement, au Moyen-Orient, ce n'est pas tout à fait le calme plat, avec la création de l'État d'Israël.
Je suis en avance sur le programme, mais il y aura même une dernière version, en 1971, qui fera passer l'action de l'État de Palestine sous protectorat britannique au pays fictif, le Kemed. Il va y ajouter des personnages qui n'étaient pas encore créés alors, comme le capitaine Haddock, Nestor et Tournesol. C'est vrai qu'on pourrait avoir oublié, à force, l'époque où Tintin était un des seuls personnages humains récurrents. Ça a été le cas pendant plus de 10 ans, à parler Dupont, mais dont la présence variait tout de même beaucoup d'un album à l'autre. Tintin lui-même, donc, dont il est peut-être enfin temps de parler du comédien qui interprète dans la version Ellipse, Thierry Vermouth. Vous le connaissez entre autres pour Stan et Randy Marsh. Pourquoi Vous l'avez entendu régulièrement dans la très bonne VF de Scrubs dont il était aussi directeur artistique, et il est même au casting de Désenchanté, tiens. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que lorsqu'on lui a demandé de venir faire un essai un soir pour Tintin, il était crevé et a bien failli ne pas y aller. On a passé les essais, il n'y avait aucune image, il y avait des planches dessinées, des esquisses, et c'est tout. Ce seul essai l'a fait engager. Quand t'as grandi avec Tintin, c'était la BD, voilà, c'était le héros d'enfance. Tu sais que Hergé, c'était la ligne claire. Donc, il n'y a pas de sous-texte, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. C'est le héros. Il est propre, il est net, il est honnête. Donc c'est une voix claire. Exactement comme la ligne claire. Est-ce que je pense que c'est le meilleur Tintin ? Eh bien, oui, mais ses potentiels concurrents ont un désavantage de moindre temps à l'écran pour en faire une comparaison objective. D'accord, j'ai énormément vu les deux adaptations au cinéma de Bellevision, mais ce sont des one-shots et ils n'ont pas le même comédien. Là, le même comédien a 21 épisodes, soit 13 heures des séries, pour s'affirmer. Même les personnages secondaires ont beaucoup moins d'épisodes, ou bien beaucoup moins de répliques. Et ils ont une personnalité plus affirmée, quand Tintin est un héros plus lisse. Donc vraiment, je pense que c'est le temps de présence qui joue par rapport à d'autres. Enfin, cela dit... Eh bien, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Là, ce sont des boîtes à ordures, et alors? Tu vas quand même pas fouiller là-dedans, non? Allons, laisse ça aux chiens mal nourris, eux, au moins, ils ont une excuse. Quand tu es une mauvaise voix de base, tu es une mauvaise voix tout le temps. Mais quoi qu'il en soit, quand je pense à la voix de Tintin, oui, c'est celle de Thierry Vermouth que j'entends. Après, comment lutter quand il a aussi doublé un personnage aussi emblématique que celui-ci? Je me demande ce que Ganon est en train de faire. Mais allez, assez tergiversé, passons à Tintin au pays de l'or noir d'Ellipse. On ouvre avec les Dupont qui vont chez le pompiste et je ne sais pas pourquoi, mais ils ont tous l'air énervés dès le début et tout le temps de la scène. Ah non, pardon, un des Dupont a défroncé les sourcils 2 secondes. Enfin, si, quelque part, je sais pourquoi ils ont l'air énervés, c'est comme dans l'album, mais justement, même dans l'album, je n'ai jamais compris pourquoi cette scène était dans cette tonalité. Bref, en pleine polémique sur une qualité d'essence en baisse, le moteur des Dupont explose. Une dépanneuse viendra vers vous, boum boum quand votre moteur fait boum. Quelle ironie! On retrouve Tintin à la compagnie d'essence Speedol en train de s'entretenir avec son responsable, Tintin qui semble proche de faire son boulot de journaliste. Mais bon, aucune caméra, aucun magnétophone et pas même un carnet pour prendre des notes. Et après l'explosion du labo de la compagnie, le voilà qui soupçonne un sabotage de l'essence et veut se rendre en investigation sur les docks où la compagnie stocke son pétrole. Tintin semble donc plus proche de faire le travail d'un policier que d'un journaliste. Le soir, il patiente sur les docks dans l'espoir d'apprendre des choses intéressantes. Et il finit par surprendre une conversation. Le Speedlestar appareille demain pour le Kemed. Transmets ça à notre contact là-bas, c'est primordial, on n'a pas le droit à l'erreur. Il se fait donc engager comme opérateur radio sur le navire Speedlestar quand les Dupont s'embarquent aussi pour se rendre au Kemed, un autre pays fictif, avec comme mission d'aider l'émir à lutter contre les terroristes. Le type à qui on a refilé le colis, se sentant repéré, il embrouille les Dupont en se faisant passer pour un collègue dont la couverture est compromise et le leur refile. Seulement, arrivé au Kemed, la police militaire perquisitionne... Oh, les documents secrets! Ah, après Bellevision, c'est au tour d'Ellipse de mettre des diamants là où il n'y en avait pas dans l'album. Dans l'album, c'est de la cocaïne, pour être plus précis. Tintin, lui, est accusé de se livrer au trafic d'armes et est également emmené. Un certain cheikh Babelair, qui veut renverser l'émir du Kemed, le fait enlever, convaincu que Tintin a embrassé sa cause. Quand il découvre que c'est faux, il le fait prisonnier, puis l'abandonne sans eau dans le désert. Évanoui à cause de la chaleur, de l'épuisement et de la déshydratation, il se réveille et repart d'un bon pied. Ok, donc par je ne sais quel mystère, être évanoui dans le désert en plein soleil n'a pas aggravé sa déshydratation. La nuit tombée, le froid lui pose problème, mais 4 types à cheval vont arranger ça en faisant exploser un pipeline. Il prend la place de l'un d'entre eux, et le chef a en plus la bonne idée de le faire se séparer en 2 groupes de 2. Ahmed, tu viens avec moi. Allons-y. Tintin réalise que le chef en question, c'est le docteur Muller, le méchant de l'île Noire. Oui, décidément, le monde est petit quand même.
Il pourrait l'arrêter direct pour le pipeline, mais il choisit d'attendre et... Bravo. Heureusement, l'attention de Muller est retenue par les Dupont. Oui, ces derniers ont réussi à prouver leur bonne foi et pris la route dans le désert pour aider Tintin, mais ils tournent en rond et se font avoir par les mirages. Bref, cette interruption a permis à Tintin de se relever, lui et Muller s'affrontent, mais ce dernier fuit avec les 2 chevaux. Oh, le Khamsin. Le Khamsin, bon, avec le contexte, je me doutais que c'était une sorte de tempête de sable, mais le fait est que malgré tout, je n'étais pas sûr. Je me demandais, quand j'étais enfant, ce que c'était que ce Khamsin. Il en parle dans l'album, et oui, quand tu lis l'album, bah t'as le temps éventuellement de prendre ton dictionnaire et de regarder ce que ça veut dire, mais quand tu regardes les dessins animés, oui, non. On s'en fout tellement que mon logiciel de montage a de lui-même décidé de reprendre. Donc Tintin finit par retrouver les Dupont. Arrivé en ville, il demande une audience à l'émir Ben Kalish Ezab et voit que le docteur Muller vient d'avoir un entretien avec lui. Avec l'émir, il dénoue l'intrigue. Muller, accoquiné avec la compagnie Scoil Petroleum, veut que l'émir signe un contrat qui permettrait à Scoil de contrôler les puits de pétrole. En parallèle, il sabote l'essence de leurs concurrents avec un produit inconnu et avec ce genre de méthode. L'émir décide de ne pas signer et acquiert la confiance de Tintin. Peu après, le fils de l'émir, Abdallah, disparaît. Une menace d'attenter à la vie de l'enfant arrive si l'émir ne signe pas. C'est signé Bab el-Er, mais Tintin soupçonne Muller d'être derrière tout ça. En se promenant en ville, il tombe alors sur les shops de... Ah tiens, Oliveira da Figueira, le marchand de bric-à-brac des cigares du pharaon. À vrai dire, Seigneur Oliveira da Figueira, je n'ai besoin de rien. Tintin, ça paraît que ça. Oui, sans ces lunettes, c'est logique que tu reconnaisses instantanément ce jeune client que tu as dû voir 5 minutes, il y a un bail. En passant, j'aime bien les moustaches d'Oliveira da Figueira, ça a un côté... Je suis fou du chocolat l'envers. Il aide Tintin à s'introduire dans la maison de Muller, en le faisant passer pour son neveu. Mon petit Alvaro va jouer au jardin. Hein? Oh mes amis, une histoire épouvantable. Figurez-vous que son papa, qui était un grand éleveur d'escargots, il voulut un jour explorer le monde. Oui, alors moi, à la place de ces types, toute personne qui veut me raconter une histoire sur un éleveur d'escargots, je prétends être très occupé. Tintin entre dans le bureau de Muller, le neutralise et téléphone à l'émir. Il est maintenant à la recherche d'Abdallah. Il le trouve, mais... Non, je retourne pas chez mon père. Oui, allez, vas-y. Faites des gosses. En passant, dans les voix d'enfants de la série, là où j'étais moyennement convaincu par Zorino, Sophie Arthuis en Abdallah, 10 sur 10. 1000 millions de ça va. Capitaine. Tintin. Oh non, Muller, Tintin qui tombe sur les Dupont dans le désert, Da Figueira maintenant à Doc, le niveau de coïncidence est critique. Coupez tout. Haddock, qui n'a pas le temps d'expliquer ce qu'il fait là, ils partent à la poursuite de Muller en voiture. Je veux ma glace. J'adore ce plan, Abdallah qui surgit des flammes, l'air neutre, sous une musique un poil effrayante, l'arme à la main. Ça a un côté tellement satanique ou... Ah non, attends, je sais à quoi ça fait penser. Je veux ma glace. Acculé, sans otage, Muller ne voit plus qu'une solution. Vous ne m'aurez pas vivant, Tintin. Vous entendez? Non, malheureux, ne faites pas ça. Le simple fait qu'il songe au suicide et fasse le geste est surprenant à voir dans un dessin animé familial où les Américains ont eu leur mot à dire. C'est même plus explicite que dans l'album. Mais je suppose qu'ils ont estimé que c'était désamorcé par la chute. Muller se débarrasse alors du N14, le produit qui servait à saboter l'essence. Les Dupont prennent ça pour de l'aspirine. Et sérieux, même à 6 ans, on m'avait inculqué qu'il ne fallait pas prendre des comprimés de manière aussi imprudente. Et voilà ce qui leur arrive. Le goût, tu ne trouves pas? Oh, tu sais, ça n'est jamais très bon, ces machins-là. À vrai dire, je ne me sens pas très bien. Je dirais même plus. Voilà Muller arrêté. J'en profite pour signaler que dire à voix haute toutes les choses bizarres de cette image ferait un très bon camoulox. Et Tournesol met au point un traitement pour les Dupont. Voilà l'épisode qui va se refermer avec Haddock qui peut enfin expliquer comment il s'est retrouvé embarqué dans cette histoire. C'est à la fois très simple et très compliqué. Oh, encore une farce d'Abdallah. Il m'avait pourtant promis qu'il serait bien sage. Oh. Oui, l'épisode a logiquement gardé la solution de fainéant d'Hergé qui a préféré pas d'explication à une explication bancale. Cette fois, 1000 ça va, c'est fini, bien fini. Cette histoire a le bon point de ne pas avoir trop simplifié l'intrigue de l'album, qui pouvait être relativement complexe pour le plus jeune public. C'est à mettre à son crédit. Le garnement Abdallah est un assez bon personnage, surtout si on ajoute qu'il est considéré comme un ange par son émir de père. Comme souvent question ambiance musicale, c'est plutôt bon. Voilà pour les bons points.
Après, il y a quelques situations qu'on a déjà vues. Tintin perdu dans le désert, c'est la 3e fois. Tintin qui assiste de loin à un sabotage aussi, c'est déjà vu. Les coïncidences sont fréquentes. Et enfin, il y a les Dupont qui n'ont pas que des mauvais moments ici, mais prennent quand même beaucoup de place et ont tendance à faire retomber le rythme. Au final, ce n'est pas objectivement le moins bon des épisodes, mais clairement pas le plus fort non plus. Chaque amateur de Tintin aura son histoire préférée, mais si vous demandez aux gens de citer une seule histoire de Tintin, franchement, quel pourcentage répondra l'or noir avant au moins un de tout cela? D'un point de vue personnel, c'est l'épisode que j'aime le moins avec Tintin en Amérique. Un jour, dans un restaurant à Paris, j'ai entendu, il y avait un monsieur, une dame et leur garçon, un garçon de 12-13 ans, et le papa disait, oui, un jour nous irons sur la Lune, tu verras les hommes, peut-être plus tard, ils iront, alors ils vont voir des tas de choses, là-bas des animaux avec des cornes immenses et des trompes. Et l'enfant, le garçon, méprisant du papa, il n'y aura rien de tout ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'air sur la Lune, alors comment veux-tu? Je me suis dit, il faut que je fasse très attention, sinon, pour qu'on croie à ce que je vais raconter. On l'a vu lors du précédent épisode, Hergé peinait à tenir les délais de production des aventures de Tintin pour le journal, d'autant plus que depuis mai 1947, Jacobs s'attelle uniquement à son œuvre et ne participe plus aux albums d'Hergé. Les deux hommes s'étaient à l'époque momentanément brouillés dans ce qui semblait être une bataille d'ego, ils reviendront vite l'un vers l'autre, mais sans plus travailler sur Tintin ensemble. Malgré cela, Hergé n'était pas seul pour autant, peut-être pas de l'envergure d'un Jacobs, mais il avait toujours quelques collaborateurs. Leur présence va devenir officielle lors des débuts des studios Hergé, le 6 avril 1950. Ça permet à ce dernier d'être plus serein, il sait qu'il est véritablement épaulé. Il n'y a que peu de monde au jour le jour autour de lui au début, mais les années passant, l'équipe va devenir bien plus conséquente, permettra d'abord à Hergé d'être moins surchargé de travail, et permettra ensuite à nombre de personnes de talent de faire leur classe. On en reparlera. Donc, 6 avril 1950 pour la création officielle des studios, une semaine après le début de publication d'Objectif Lune, qui ne s'appellera comme ça que pour l'apparition d'un album, cela dit. On a marché sur la Lune était le titre de l'intégralité de l'aventure lors de sa parution dans le journal de Tintin. Un album qui, si j'en crois les avis que je vois sur le net, semble plutôt apprécier des fans dans l'ensemble. Bien qu'une minorité bruyante ait du mal avec le fait que ce soit exclusivement un album de préparation à l'expédition, avec pas mal d'explications arides, compensées par une utilisation de gags visuels assez importante, même pour les standards de Tintin, et une présence relative d'action et de méchants. Et ayant relu l'album dernièrement, Tintin lui-même est relégué au second plan dans la deuxième partie de l'album, derrière Haddock et Tournesol. Ce que je peux comprendre comme grief et que je partage dans une certaine mesure, mais même à 10 ans, ça ne me posait qu'un problème relatif, et les critiques qui reprochent trop de texte pour prendre des albums de la même époque et gravitant autour de la galaxie Hergé, allez donc relire Blake et Mortimer. C'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles Hergé et Jacobs seront toujours opposés. Hergé était contre les foules de descriptions que Jacobs mettait dans ses propres histoires, les encarts de Tintin se limitant généralement à des brèves indications, de temps notamment. Mais donc, même si vous n'avez pas lu ces albums ou depuis trop longtemps pour bien vous en souvenir, vous l'aurez compris en voyant l'intervention d'Hergé en début de vidéo, il a tenu à être aussi réaliste que possible et s'est beaucoup documenté pour que son histoire et les détails techniques ne soient pas totalement fantaisistes, même si, d'accord, une partie de la vraisemblance, même pour l'époque de l'album antérieur à l'envoi du premier satellite dans l'espace, sera sacrifiée sur l'autel de l'efficacité, de l'action et du suspense. Tout de même, dès le départ, alors que son ami Bernard Evelmans lui avait proposé d'envoyer carrément Tintin et ses amis sur Mars, c'est Hergé qui préféra modérer ses ardeurs et avoir un objectif plus réaliste. Quoi qu'on en pense de ce diptyque, il faut reconnaître qu'il est précurseur. Pour les fanas d'aventure pure, il faudra tout de même patienter pour le voyage, les pas sur la Lune et le retour vers la Terre, car la publication sera encore interrompue due à la dépression d'Hergé. Démarrée en mars 1950, l'aventure, l'équivalent d'un double album, ne sera terminée qu'en décembre 1953. On l'a vu il y a quelques épisodes, l'aventure lunaire est la première à avoir été portée à l'écran par Belvision dans leur série des années 60. Et suivant les plâtres, l'animation était la plus sommaire de tous les épisodes, et malgré tous les défauts que j'ai soulignés jusqu'ici, les épisodes suivants étaient quand même techniquement un peu plus aboutis. Mais encore, si ce n'était que d'ordre technique. Bon, voyons donc. La version Belvision de l'aventure lunaire. On ouvre avec un résumé des aventures de Tintin pour présenter un peu le personnage aux débutants. Mes amis et moi avons vécu des aventures aussi extraordinaires que nombreuses. Sur tous les océans, et même au Sahara avec mon ami le professeur Tournesol. Non, ni l'un ni l'autre, mais si je m'arrête à ça, on en a pour la journée, donc avançons. Tintin et Haddock rendent visite à Tournesol dans un centre de recherche. Voyons donc un extrait de leur retrouvaille. Ah, Tintin, mon assistant, Monsieur Wolf, éprouvait mon nouveau casque spatial.
Ah, capitaine Haddock, mon vieil ami. Oh. Faites donc attention, ectoplasme, logarithme, cyclotron, bachibouzouk. J'aimerais plaisanter en disant ça, mais c'est vrai, j'en ai déjà marre. Mais allez, le centre spatial dans lequel travaille Tournesol et son assistant Monsieur Wolf veut envoyer une fusée expérimentale vers la Lune. Mais évidemment, il y a des méchants. L'un d'entre eux enferme Milou dans la fusée en question, Milou qui est envoyé sur la Lune. Le méchant entre ensuite dans le centre, et on sait qu'il est méchant. Non pas parce qu'il a une arme et menace Tournesol, hein, mais parce qu'il est tout sombre. Ouh. Tintin le poursuit. Arrêtez, au secours! On tâche de faire des économies. Il arrive que les dessinateurs utilisent les mêmes fonds encore et encore et encore. Il s'est enfui. Comment s'est-il enfui? On ne le montrera pas. Et en même temps, vu qu'ils n'ont non seulement aucune sécurité et qu'il semble n'y avoir dans ce centre que 4 employés en comptant Tournesol et Wolf, c'est tout de suite plus facile. Dans l'ensemble, je peux faire la même remarque que pour le crabe aux pinces d'or. Pour faire des économies, ils ont mis autant de choses que possible hors champ. Deuxième exemple, après la fuite du méchant, Tintin endormi et réveillé par Milou. Et remarquez qu'on ne le voit pas se lever. Bon, vous me direz que c'est rien et que quelque part, oui, bon, une fois ça passe. Une fois, oui, mais je vous assure que si vous regardez tout, à force, vous aurez vraiment l'impression qu'il manque des plans. Mais donc, Milou est vivant et aboie. Hé, hey, professeur, on dirait Milou. C'était quoi, ça? Un AVC foudroyant? Ils vont donc aller le secourir. Regardez. Ah, c'est pratique un bouton qui fait tout. Il ouvre la fenêtre, il fait monter la fusée, il rassemble les échafaudages. Cette seconde fusée est conçue pour emmener des hommes sur la Lune. Oh, Monsieur Wolf, vous avez mal à la tête? Je me suis cogné contre une porte. Oh oui, parce que ce n'était pas assez clair la première fois. Alors avec subtilité, je vous montre que je suis un méchant. La fusée décolle, 3 secondes plus tard, ils sont déjà debout, 10 secondes plus tard, ils entrent dans un champ de météorites. Ah oui, et puis ça rigole pas, hein. Vaguement comme dans l'album, on retrouve Tintin et Haddock qui vont sur le côté de la fusée, qui doivent se retenir comme ils peuvent, mais la corde casse. Vraiment. Si j'attrape ce bachibouzouk des Carpates qui a coupé la corde, il aura affaire à moi. Il aura affaire à vous? Oui, Wolf, parce que le spectateur est un idiot, il n'a pas encore compris que c'était toi. Mais bref, 25e minute, il s'oppose sur la Lune à la grande joie du directeur du centre, Monsieur Baxter, resté sur Terre. Ils ont réussi. Ils ont réussi. la con. Il recherche Milou quand soudain, la fusée manque de partir, ce qui terrifie Tintin. Oh, nous allons être abandonnés sur la Lune. Franchement, vous la sentez la peur dans sa voix là, non? Mais finalement, la procédure s'interrompt et Wolf avoue sa faute avec la meilleure excuse ever. Je vous demande pardon, messieurs. J'ai fait une fausse manœuvre. Ah oui, il a dû faire une sacrée fausse manœuvre, hein. Je vous passe les recherches de Milou et les explorations de la Lune, qui sont des scènes très random, toujours avec quelques petites absurdités, du genre Milou porte de la dynamite, parce que oui, pour un voyage lunaire, c'est bien à ça qu'on penserait, hein, prendre de la dynamite, il l'apporte à Tournesol et les autres coincés par des rochers, donc, et la flamme prend. Oui, parce que franchement, qui a décrété qu'une flamme avait besoin d'air pour s'allumer, hein? Dans la fusée, Wolf et un complice que je ne spoilerai pas pour les quelques personnes qui découvrent l'histoire, j'en parlerai dans l'adaptation Ellipse, vont abandonner tout le monde sur la Lune. Mais Tintin sabote le dispositif de départ de la fusée. Oh là, de quoi je parle en premier? De la solidité surnaturelle de la fusée, ou du fait que la gravité lunaire semble assez douteuse? À partir de là, pour ces 20 dernières minutes, l'épisode est certes toujours aussi mal fichu, mais ça devient raisonnablement fidèle à l'album et donc un peu moins fantaisiste. Quoique aseptisé parce que personne ne meurt, je n'ai plus tellement de choses à dire qui diffèrent de l'intrigue de l'album. Et c'est presque dommage parce que, comme pour tous les autres épisodes, les perles de débilité, c'est la seule chose qui constitue encore un intérêt aujourd'hui. Sinon, je ne vais pas m'attarder sur une conclusion, hein, vous avez compris, à part les passages nanardesques, rien à sauver. Mais je suppose qu'on doit déjà s'estimer heureux qu'il n'ait pas rajouté d'extraterrestres. Passons donc à la version Ellipse. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir à Clove. Veuillez attacher votre ceinture et cesser de fumer. Tintin et Haddock atterrissent en Sildavie. Tournesol leur a demandé de les rejoindre sans trop préciser pourquoi, et a affrété une voiture pour eux. Tintin, roi des paranos, remarque vite qu'une autre voiture les suit. Oh, c'est sans doute quelqu'un qui va à Clove, tout comme nous. Possible. Voilà, ça, c'est la réaction de quelqu'un de normal qui ne voit pas des gangsters partout. Merci.
Finalement, ils arrivent dans le centre où ils sont accueillis par Monsieur Wolf, dont le caractère est bien respecté par rapport à l'album et n'est pas transformé en traître évident, qui leur dit que, dans l'autre voiture, c'était simplement une escorte de la police. Son patron est donc Tournesol, qui dit à Haddock et Tintin qu'il travaille sur une fusée lunaire. Sacré Tournesol sur la Lune. Et vous comptez emmener des passagers? Mais naturellement, pourquoi croyez-vous que je vous ai demandé de venir? Quoi? Oui, les petites joyeusetés des histoires, pas besoin de sélection trop rigoureuse pour aller dans l'espace, hein. Non, c'est comme en politique, suffit d'avoir un bon piston. Encore Tintin jeune et en forme, bon, admettons, mais Haddock, qui doit bien avoir 45 ans et surtout avec ses problèmes de boisson, no problemo. On fait aussi connaissance de Monsieur Baxter, le directeur du centre, un personnage qui sera assez drôle car, n'étant pas naturellement maladroit comme les Dupont, il subira pas mal les conneries de Tournesol et Haddock. Je me souviens, étant gamin, avoir trouvé qu'il avait une tête de méchant. Je veux dire, les méchants ont souvent la tête de l'emploi dans les BD, et même si aujourd'hui je sais que c'était une fausse impression et qu'il fait totalement partie des gentils, je trouve toujours qu'il a une tête qu'on imaginerait bien pour un personnage hypocrite. Je suis seul à m'être fait la réflexion. Le thème latent d'Objectif Lune est l'espionnage industriel. Ça a été retiré, mais sans qu'on ne fasse oublier aux spectateurs la difficulté technique du projet. Seulement, on le montrera dans des scènes plus drôles ou dynamiques. La fusée test, les cadrans avec des tonnes de boutons colorés, quelques explications vite expédiées, plus tard dans l'épisode les essais de scaphandres. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour renforcer la sécurité, 2 policiers sont envoyés dans le centre avec pour mission de... Oui, bon, j'ai essayé de ne pas vendre la mèche que... Je proteste énergiquement. Je dirais même plus, j'énergie protestement. Dupont et Dupont? Et c'était beaucoup trop évident. Bref, le moment est venu d'envoyer une fusée expérimentale en test. Tout fonctionne bien au début, mais soudain, elle échappe à leur contrôle. La XFLR6 ne nous obéit plus parce qu'elle a été interceptée par un poste de radioguidage plus puissant. Sur les conseils de Tintin qui soupçonnait de l'espionnage industriel, Tournesol a installé un dispositif pour la faire exploser à distance, mais ça ne marche pas. Tintin remarque toutefois que, sous la table du système de destruction, 2 fils étaient déconnectés. 2 fils déconnectés. Ce sera vite réparé, et voilà. Bah dites donc, heureusement que ce n'est pas un projet sérieux comme envoyer une fusée et des gens dans l'espace, sinon on pourrait trouver que c'est un peu fait de briquet de broc cette histoire. C'est sûr qu'au lieu d'envoyer du monde sur la Lune... Ah mais c'est pas la question, Geneviève. Observatoire à tour de contrôle. La XFLR 6 a fait explosion. Plus rien à observer. Oh, j'aime cette manière d'annoncer les choses. Merci, monsieur Pragmatique. Des mois passent, bien que ce ne soit pas dit clairement contrairement à l'album, et la préparation du projet continue. Pendant ce temps, la série dévoile un pan de l'histoire qui n'est qu'entraperçu dans Objectif Lune, et un peu plus mis en avant ici. Le colonel Boris Jorgen débarque en Sildavie, avec comme objectif de prendre sa revanche sur Tintin qui, souvenez-vous, l'avait empêché de s'emparer du sceptre d'autocar. Pendant ce temps, les tests continuent, et Haddock a un problème avec son scaphandre. Sapristi, ce sont les souris qui ont servi aux premiers essais. On a oublié de les retirer du scaphandre. Il date de quand vos tests? Non, parce que des rats, ça ne va pas survivre éternellement sans eau ni nourriture, hein. Haddock s'énerve et on découvre une nouvelle personnalité de Tournesol. Je retourne à Moulassa et continuez à faire le zouave aussi longtemps que vous voudrez. Comment? Moi, Tournesol, je fais le zouave? Oh, je fais le zouave. Vous n'avez pas le droit de me dire des choses pareilles. Un caractère bien trempé lors d'une crise de colère mémorable ponctuée d'assez bons gags. Le tout nous amène à un plan classe de l'épisode. Qu'en pensez-vous? Voilà ce qu'il a réalisé, le zouave. Alors, pardon, s'il vous plaît, ne fuyez pas, mais on va parler un peu mise en scène. Vous vous souvenez de la manière dont c'était rendu dans les années 60, où la révélation de la fusée devenait quelque chose de pratiquement ordinaire? 1000 millions de sabords. Qu'est-ce que c'est, professeur? Voici la fusée XM2. La différence est nette ici. Cette adaptation, c'est comment la rendre classe en utilisant 4... J'allais dire astuces, mais j'ai envie de dire 4 évidences pour quiconque a eu le temps d'y penser un peu. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour bien retranscrire l'impression de gigantisme? Déjà qu'on ait vraiment une bonne idée de l'échelle. Donc, comme dans l'album, on voit des camions, on voit des ouvriers, ainsi, la comparaison nous indique que c'est vraiment énorme. Alors, on pourrait me dire que la contre-plongée de la première version, comme un humain au pied de cet immense engin, c'est pas mal aussi. Et oui, sauf qu'en l'absence de comparatif, la taille, elle fait combien? 10, 50, 100 mètres? Aucune idée. Tandis que là, ça se voit qu'elle fait plus de 50 mètres. Ensuite, le cadre ne peut pas nous la montrer en entier en une image. Il faut plusieurs secondes pour qu'elle soit révélée. Et bien sûr, on monte. Instinctivement, s'élever, c'est raccord avec l'idée d'une fusée. On a une petite pièce musicale qui souligne l'envergure de la scène. Et en détail, on entend les bruits de travaux qui nous disent que c'est un gros boulot. Bref, les gens de la série des années 60 avaient un certain nombre d'excuses valables pour rendre une copie approximative. Je sais que je tire un peu sur l'ambulance, mais la série de 92 a été faite par des gens plus aguerris dans le domaine de l'animation, c'est certain. Mais revenons à l'épisode. Dans la fusée, le professeur tombe sur la tête et devient amnésique. Il faut qu'Atlan. Hein?
Attendre? Mais qui va terminer la fusée? Le professeur Tournesol est le seul à connaître le secret du moteur atomique. Sans lui, le voyage dans la Lune est impossible. Ça, c'est responsable aussi, le fait qu'une seule personne puisse développer un point aussi important. Vous êtes des génies, les gars. Haddock se dévoue pour l'aider à retrouver la mémoire. Moment assez drôle, malgré un passage assez stupide. Haddock s'apprête à tirer sur Tournesol avec un pistolet à eau, et Tintin semble vraiment penser qu'il va le flinguer. Mais la solution était vexer Tournesol une seconde fois, amenant le capitaine effrayé par la colère du professeur à cette bonne réplique. Pendant ce temps, les espions qui veulent s'emparer de la fusée sont ravis que les essais reprennent. Notons quand même que leurs noms de code pour l'opération sont plutôt risibles. Ah, Mammouth a retrouvé la mémoire grâce à Cachalot. Mais une autre adaptation de Tintin aura des noms de code encore plus stupides. On y reviendra le moment venu. Le grand jour approche, Tintin, Haddock, Tournesol, Wolf et Milou vont s'embarquer pour la Lune dans une ambiance pré-décollage réussie, avec de beaux plans extérieurs sur la fusée. Et nous voilà partis pour la Lune. Mais pas de faux suspense comme dans l'album « Ont-ils survécu ?» Bah non, ils meurent tous et la série est finie. Ils se réveillent à la fin de l'épisode, en route vers la Lune, donc les premières pages d'On a marché sur la Lune sont les derniers instants de l'épisode Objectif Lune. On a décidément su donner de la solennité à l'ensemble, et la clôture de l'épisode le confirme. C'est incroyable. C'est bouleversant. Ah oui, c'est merveilleux. La Terre, notre bonne vieille Terre, vit à plus de 10 000 kilomètres. Démarre alors On a marché sur la Lune, et s'il vous plaît, ne vous évanouissez pas d'étonnement, les Dupont se sont embarqués à bord. En attendant, leur présence pose souci pour l'oxygène. Cela pose un grave problème. Nos réserves d'oxygène étaient prévues pour 4 personnes. Or, nous voilà 6 à bord sans compter Milou. Énervé, Haddock s'isole et se met à picoler dans l'album. Ici, il lit un bouquin en buvant une boisson non identifiée. Après une maladresse des Dupont, première péripétie, la gravité change. Ça a rendu Haddock encore plus furax. Ivre, dans l'album, il sort de la fusée, s'imaginant pouvoir revenir à Moulinsart comme ça. Ici, les scénaristes se donnent à peine la peine de le justifier, avec une brève réplique de Tintin. Le pauvre, il a dû tomber sur la tête. Et c'est tout. Et oui, Tintin va le chercher, mais la situation est très périlleuse, car ils sont de plus proches d'un astéroïde qui les entraîne dans son orbite. Après une scène réussie en suspense, tout ce beau monde s'en sort, mais ils ne sont pas au bout de leur peine car les Dupont ont fait une rechute. Dupont et Dupont. Ah oui, les pilules, ce sont les mêmes symptômes qu'au pays de l'or noir. Tout de même, le voyage touche à sa fin, et ils arrivent sur la Lune sains et saufs, prêts à y faire leur premier pas. Seulement, là encore, l'influence de HBO a joué. Les Américains ne voulaient pas que ce soit présenté comme la première fois qu'on ait marché sur la Lune, tenant à leur propre véritable histoire. Du coup, on met l'accent sur Milou. Là, ils peuvent légitimement dire « Milou est le premier chien à marcher sur la Lune !» Dans l'album, il n'y a véritablement qu'une scène d'action sur la Lune en elle-même. Elle passe ici à la trappe pour se recentrer sur l'aventure humaine. Quelques jours plus tard, Haddock, Tournesol et les Dupont partent en expédition. Wolf et Tintin restent seuls à bord, et ce dernier va chercher quelque chose. Alors, mon petit, tu ne t'attendais pas à ce que le colonel Jürgen vienne un jour chercher sa revanche jusque sur la Lune? Eh oui, carrément. Et histoire de bien souligner sa méchanceté, il s'en prend à Milou, naturellement hors champ. Mais ici, le hors-champ, finalement, souligne peut-être mieux la cruauté de son geste. Jürgen veut alors quitter la Lune sans attendre les autres, ce qui provoque la stupeur de Wolf. Nous ne pouvons pas faire ça. Les abandonner sur la Lune, c'est les condamner à une mort atroce. Oui, parce que, en prenant place dans la fusée, Wolf pensait sans doute que Jürgen avait un intérêt purement scientifique. Jürgen finalement l'y contraint, mais... Tintin! Tintin? Lui-même. Ah, le cliché de « on sauve machin à la toute dernière seconde », je ne m'en lasserai jamais. Tintin s'est libéré de ses liens. Comment? Bonne question, faut lire l'album pour ça. Et encore, c'est assez facile. Wolf raconte alors son histoire à tous. En gros, à une époque, il était accro au jeu et endetté. Jürgen lui a alors avancé de l'argent pour qu'il leur donne des renseignements sur ce projet de fusée lunaire. Les projets des méchants que l'on voit sont de s'en emparer, et ceux de Jürgen de se venger. Avec Wolf, on a donc un des premiers méchants de circonstance de la série, mais qui ne l'est pas vraiment au fond, ce qui change de son habituel manichéisme. Bien que le personnage soit parfois trop candide concernant Jürgen, dans l'album, comme dans cette version animée. Entre-temps, les Dupont ont ramené Milou blessé. Notre brave Milou a la patte cassée. Vous entendez, espèce de sombre brute, vivisectionniste. Très bonne insulte, je m'incline. Donc, voilà nos amis qui repartent de la Lune avec Wolf et Jürgen à fond de cale, sans savoir s'ils vont revenir en vie vu l'oxygène pompé par les 3 passagers en trop. Commence le dernier quart de l'aventure avec ce huis clos rendu plutôt intéressant avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. J'aime vraiment bien cette fin. Pire, suite à une connerie des Dupont, Jürgen est libéré. Il est prêt à abattre tous les autres pour revenir sur Terre vivant.
Jorgen, vous m'aviez donné votre parole que vous leur laisseriez la vie sauve. Oui, Wolf, avec ce que Jorgen a montré jusqu'ici, c'est normal que tu lui donnes toujours le bon Dieu sans confession. Et tu as été assez naïf pour me croire. Oh mon Dieu, il a poussé. Oh non, Jorgen, vous ne feriez jamais cela. Tintin! Il n'y a plus rien à faire. Un des rares cadavres visibles dans la série. Finalement, Tintin décide de réintégrer Wolf dans l'équipage, malgré les réticences du capitaine. La tension monte, avec le retour sur Terre et l'oxygène qui se raréfie. Mais soudain, Wolf se lève. Surveillé par un Dupont, il endort sa méfiance. Lorsque chacun se réveille à nouveau, Haddock constate que Wolf a saboté la fusée. On ne pourrait définitivement pas lui faire confiance ? Eh bien, si. Lorsque vous trouverez Céline, j'aurai quitté la fusée. Moi parti, j'espère que vous aurez assez d'oxygène pour arriver vivant jusqu'à la Terre. Pardonnez-moi. Wolf, le malheureux. Un moment d'une force rare dans la série, un clair suicide sans circonvolution de la part d'un homme bien rongé par le remords. Après la tentative de Muller dans Le Pays de l'Or Noir, c'est une nouvelle fois plus direct que dans l'album. Car à l'époque de l'album, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quant à moi, peut-être un miracle me permettra-t-il d'en échapper aussi. Ça, c'est l'intervention des pères de l'Église, convoqués de toute urgence par la maison Casterman. Le suicide n'est pas admis par notre sainte Église. J'ai cédé finalement en disant je vais passer pour un imbécile, enfin il faut en sortir, c'est trop bête, c'est trop bête. Alors je dis, Dieu si. L'adaptation a eu la bonne idée d'y aller directement. Histoire de dédramatiser tout de même, c'est conclu par un gag d'Haddock qui retourne sa veste en un quart de seconde et ne supporte plus qu'on dise un mot de travers sur Wolf. Mais tout n'est pas fini car, en temps à la réalité où les fusées ne pouvaient pas revenir à l'époque, et même aujourd'hui c'est pas évident, pour que la fusée revienne correctement, une manœuvre manuelle doit être effectuée par le professeur, mais la mort guette. Cette fois, l'oxygène se fait trop rare. C'est donc au héros que revient cette mission, difficile vu l'atmosphère irrespirable. Il y parvient, mais finit par s'évanouir pour de bon, et c'est sur Terre que l'épisode va souligner, fort bien, l'urgence de la situation. Tous nos héros ont finalement survécu, et c'est ainsi qu'on clôt ce grand périple. Il n'y a qu'une seule chose à retenir, on est vraiment bien que sur notre bonne vieille Terre. Ce qui est un peu dommage, car je sais que c'était illusoire, mais j'aurais voulu qu'il garde le gag d'Haddock impossible à ranimer, qui se réveille dès qu'on prononce le mot whisky. Sans hésiter, je l'aurais substitué à l'humour pot de banane en tout cas. Comme le dit Tintin à Milou... Ah, mon vieux Milou, je crois bien que jamais nous ne sommes revenus d'aussi loin. Et c'est vrai, dans combien de séries télé un héros du quotidien nous a-t-il emmené dans un périple de 1h20 comme ça, et avec un tel soin de s'approcher de la réalité ? Je vais pas m'attarder pour cette conclusion parce que je pense avoir déjà assez parlé de ses qualités. Comme souvent, oui, il y a quelques défauts mineurs, mais malgré les blagues que je peux en faire, la grande majorité ne me pose pas vraiment de problème. Quand c'est le cas, je vous le dis. Le fait est qu'ils sont très loin de ruiner l'ensemble. Il y a bien trop de passages que j'aime et que je trouve réussis pour bouder mon plaisir. Voir les deux parties à la suite restera, j'espère, un plaisir pour tout un tinophile. Moins d'un an après la fin de parution d'On a marché sur la Lune, débarque l'affaire Tournesol dans le journal de Tintin en décembre 1954. C'est un des albums d'Hergé les plus appréciés, tant il est abouti en termes de technique, de rythme, d'inventivité et bourré de gags. Alors bien entendu, comme je l'ai déjà évoqué, Hergé est désormais entouré de pas mal de monde, les studios Hergé ayant de plus en plus d'employés, notamment Bob Demore, arrivé en 1951, et Jacques Martin... Non, cette blague a été beaucoup trop faite. Et Jacques Martin en 1953, l'auteur d'Alix. Demore restera jusqu'à la fin des studios, Martin jusqu'en 1972. Dans cette histoire, à Moulinsart, les vitres explosent mystérieusement les unes après les autres. Tournesol y serait lié, et le fait de voir rôder autour de lui des types louches le confirme. Ils veulent l'enlever parce qu'on ne change pas les vieilles habitudes. Commence une longue course-poursuite de Tintin et Haddock de la Suisse à la Bordurie pour lui porter secours. En 1964, Bellevision travaille sur ce qui sera leur dernière adaptation de la série pour la télévision. J'ai hésité un temps à en faire un épisode à part, car ce téléfilm d'1 heure est la seule adaptation télévisée de Bellevision sortie en DVD, qu'on voit encore de temps en temps apparaître ici et là à la télévision. Je me souviens l'avoir vu parfois diffusé sur la TNT, France 3 ou encore M6. Cette fois, ils ne sont pas associés à Télé Hachette, mais Charlie Chose est toujours là au scénario, et par conséquent, c'est n'importe quoi. Allons-y. Déjà, il ne faut que quelques secondes pour le voir. Même si les progrès techniques depuis le premier épisode sont visibles, les décors et l'animation sont particulièrement sommaires. Les musiques également sont toujours aussi peu marquantes. Mais allons-y sur l'histoire. Une nuit orageuse, le verre d'alcool du capitaine se casse dans sa main. Comme faut que ça aille vite et qu'on n'a pas le temps pour les subtilités, il en déduit tout de suite que c'est à cause de l'orage.
Parce que oui, dans la logique de cet univers, qu'il ait pu, je sais pas, au hasard, le serrer trop fort, son verre, ça doit être ça, l'hypothèse farfelue. Lorsque toutes ces vitres explosent, c'est déjà un peu plus compréhensible. Mais deux types louches les espionnent dans le jardin, et on sent que quelque chose se trame. Le tout faisant les gros titres de la presse, les Dupont décident d'aller enquêter, et prennent pour ça leur plus bel hélicoptère. Alors, je plaisante, mais pour être franc avec vous, quand j'étais gamin, je trouvais ça super cool. Mais juste après, on apprend quelque chose. Tournesol, qui, comme dans toutes les adaptations Bellevision pour la télévision n'est pas sourd, a conçu un engin à ultrasons qui a un grand potentiel de destruction. Les deux méchants dont je viens de parler tentent sans succès de l'enlever, mais il sait qu'un autre professeur serait capable de manœuvrer sa machine, le professeur Bretzel. Magnifique nom, n'est-ce pas? Tintin l'appelle pour le prévenir. Oui, ils sont super intelligents de le kidnapper alors qu'il est au téléphone au lieu d'attendre qu'il est raccroché, histoire que l'interlocuteur au bout du fil puisse, par exemple, prévenir la police. Mais heureusement, Tintin pense à tout sauf à ça, et préfère prendre le premier avion pour la cible d'Avis, parcourant des centaines de kilomètres pour le secourir lui-même. Si vous avez lu l'album, vous devez déjà vous rendre compte qu'on part totalement dans une autre direction. Ils arrivent chez le professeur Bretzel, un imposteur a forcément eu 1000 fois le temps de prendre sa place. Après tout, pourquoi adapter correctement l'album, alors qu'on peut simplement pomper le sceptre d'autocar, hein? Ah bon? Attendez. Ouais, il y a une légère différence, mais enfin c'est pas non plus évident, hein. Donc, vous voyez, c'est aussi à ce genre d'absence de souci du détail qu'on reconnaît la splendide médiocrité de ces adaptations. Le faux professeur enferme Tintin et Haddock dans une pièce et enlève Tournesol avec l'aide de ses complices, fonçant sur la route. Bien sûr, là encore, pourquoi être discret alors qu'on a kidnappé quelqu'un? Résultat, un policier à moto les repère. Ah, Fangio, oui. Oui, je suis sûr que cette réplique, tirée d'une réplique similaire d'Haddock dans l'album, parle encore aux enfants des années 2020. Le policier les prend en chasse, mais il s'en débarrasse. Tintin et Haddock, eux, veulent tout faire pour retrouver Tournesol. Heureusement, comme de bien entendu, les Dupont ont reçu l'ordre de résoudre l'affaire. Ils ont quand même un tuyau, ils soupçonnent des bordures, la bordurie à la cible d'Avis étant en pleine guerre froide. Ils retrouvent les kidnappeurs à l'ambassade Bordure qui embarquent Tournesol sur un bateau et waouh! Depuis l'intro, c'est qu'on a juste eu à attendre 12 minutes pour retrouver une scène qui se rapproche un brin de l'album. Pardon, j'ai honte, ce moment m'a fait sourire. Je ferai pénitence. Ils les poursuivent en hélico, mais une rafale de mitraillettes plus tard, Tintin est touché, l'hélico se crache. Ils survivent, Haddock et Milou sont eux faits prisonniers, Tintin transporté en ambulance sous la surveillance d'un méchant, mais il se réveille en pleine forme. Donc je résume, hein, il a été touché par des balles, son hélicoptère s'est craché, mais une petite heure de sommeil plus tard et il va parfaitement bien. Assez pour foutre une rust au méchant, sauter de l'ambulance en marche et s'enfuir dans les montagnes en courant. Il y croise deux militaires qui lui demandent ses papiers et arrive alors cette scène. Notez qu'il est le numéro 19195. Poursuivi, il saute d'une falaise et atterrit dans une rivière. Mais comme d'hab, pour s'en remettre, il lui suffit de dormir quelques heures. Oh, mais ça a l'air d'aller mieux! Évidemment, j'ai dormi 2 heures! Il est recueilli par un vieil homme et on pompe un autre album. Comme dans le Lotus Bleu, il sait Tintin recherché, alors, comme il n'aime pas le régime Bordure qui a causé des ennuis à sa famille, il le cache dans 2 tonneaux de marchandises qu'il porte sur son dos. Tintin est bientôt pris dans un camion, et dans un bon cosplay de Diogène, il reste dans son tonneau jusqu'à arriver à la capitale, Sorod. Il est temps pour lui de sauter du camion et regardez ça. Une demi-seconde, ça aura pris, bravo! Autre coïncidence, les Dupont passent là comme par hasard et le sauvent. Ils se cachent à l'opéra et la Castafiore les aide à échapper au machiavélique colonel Spons. Appelé Brutel pour cette version, mais zut, hein, je l'appellerai Spons. Donc, si on accepte la présence des Dupont, on retrouve un peu l'album ici. Ah, et Lita Riccio en Castafiore, alors là je dis oui, oui, oui! Même si, bon, après son texte... tu crois? Bref, après avoir volé un laissez-passer dans le manteau de Spons, il se déguise avec des postiches et s'enfuit en voiture, un temps poursuivi par les soldats Bordure. D'ailleurs, je n'en ai parlé que vite fait, mais les poursuites, surtout en voiture, sont nombreuses, longues et fastidieuses dans l'ensemble du film. Ils arrivent à la prison où est retenu Tournesol. Mais un Dupont éternue, sa fausse barbe saute et ils sont poursuivis. Et le plus beau délire du film arrive alors.
Les deux Dupont sont poursuivis et acculés par des soldats dans un couloir de la prison. Mais il y a ce bouton, et... Vous avez déjà vu un bâtiment avec ce genre d'installation, à part, je sais pas, la base secrète d'un méchant de James Bond? Pour des militaires, à quoi ça sert d'avoir cette immense trappe au sol? Et qu'est-ce qui se passe après pour les soldats? Ça l'a encore fait. De son côté, Tintin est pris, il retrouve Haddock et un certain colonel Darko qui, comme tout bon méchant, leur explique son plan diabolique. Heureusement, les Dupont, décidément une nouvelle fois utiles, les délivrent. Tout ce beau monde se retranche dans un labo où se trouve le vrai professeur Bretzel, mais le colonel leur donne un ultimatum. 10 secondes pour se rendre, sinon, il fait sauter la porte au canon. Gros suspense. Seulement, c'est non pas parce que va-t-il se passer avec cette menace, mais plutôt, au bout de combien de temps il va finir par la faire exploser cette foutue porte? Oui, il a répété 2 fois 5, 6. Il arrive à 8 et prend tout son temps pour leur dire qu'il leur reste 2 secondes pour sortir. Ah, voilà, il est à 10. Et non parce que les soldats dans tout ça ont oublié de charger le bazooka. Autant vous dire que les gentils ont tout le temps de passer par les 5 stades de la peur de mourir, puis d'échafauder un plan pour sortir. En tout, ces 10 secondes auront duré 1 minute 40. Bref, grâce à un mini-engin ultrason, ils parviennent à s'enfuir. Ils brisent des vitres, des poteaux, s'enfuient sur des toits, endommagent un hélicoptère bordure qu'ils forcent à se poser, mais quittent la prison à bord du même appareil mystérieusement réparé. Commence une longue course-poursuite avec une foule d'appareils bordure en mode « Comment on va s'en sortir? Hé, j'ai une idée! Si on utilisait l'engin ultrason comme les 7 dernières fois ?» Ils passent la frontière en gros comme dans l'album. Tout est bien qui finit bien. Les voilà à Moulinsart, où ils apprennent que le colonel Spence a été relevé de ses fonctions. Et contrairement à l'album où Tournesol, l'homme d'habitude bon et généreux, réalise comme son appareil est dangereux, ici il pousse plus loin ses expériences. Mais cette arme ultra dangereuse déclenche évidemment chez Haddock et Tintin un... Oui, eux, au moins, heureusement, ils réalisent combien cette arme pourrait être... Ah bah non, en fait, cette perspective d'explosif concurrent à la bombe atomique, c'est marrant. Ah, apparemment, le narrateur a fait une petite erreur, là. Dans 5 ans... Fini. Les adaptations télé de Belle Vision, on en a fini. Ouf. Reste le lac aux requins dans quelques temps, mais c'est cinéma et surtout c'est mieux. Bon, est-ce que je vais copier-coller ce que j'ai déjà dit 1000 fois? Allez, je vous résume ça en 6 secondes. Même si ça a des excuses, au niveau graphisme, animation, scénar, musique, ça oscille entre le à peine passable et le franchement mauvais. Quasiment rien à sauver, au contraire de l'adaptation Ellipse. Milou! Milou! Enfin un peu de repos pour Tintin et Haddock qui se baladent tranquillement dans le domaine de Moulinsart. Que nenni! Un orage se déclenche, tout ce qui est en verre commence à se briser, et 2 hommes surveillent Tournesol dans son laboratoire. Ils doivent venir de Bordurie, puisqu'ils évoquent le cruel dictateur de leur pays, le terrible maréchal Plexiglas. Preuve qu'à l'instar de Kiosque, des jeux de mots tout bêtes peuvent être assez drôles. D'ailleurs, les moustaches du maréchal en question sont érigées en symbole national, et on les retrouve partout pour décorer. Mais bref, l'intrigue. Le courant saute, quelqu'un frappe à la porte. Et on fait connaissance avec un emmerdeur, un assureur, nommé... c'est pas un pléonasme, ça? Nommé Séraphin Lampion, qui fait techniquement sa première apparition, si ce n'est son ajout dont j'ai vite fait parler dans les 7 boules de cristal. Son rôle dans cet épisode et les prochains sera légèrement réduit par rapport à l'album, mais ce n'est d'ordinaire qu'un élément comique sans importance pour l'intrigue, sauf une fois, mais on y reviendra. Le lendemain, les bris de verre continuent alors que les Dupont viennent prévenir Tintin qu'on a signalé des agents secrets bordures dans la région, qui par définition doivent faire bien mal leur boulot manifestement. Tournesol, lui, part en voyage et échappe par chance à un enlèvement des agents en étant pris en stop. Pendant ce temps, Tintin et Haddock se rendent dans son laboratoire, mais tombent sur les agents en question. Donc, si l'affaire Tournesol n'a pas pu être adaptée de manière complète, vous vous en doutez,
Je note que rarement dans d'autres épisodes, les scènes de pure tension et de suspense ont été aussi fréquentes et bien orchestrées. On a à peine dépassé le quart de l'épisode, et on en a déjà eu beaucoup. On a eu les gaillards surveillant Tournesol la veille, le moment où quelqu'un frappait à la porte avant qu'on ne sache que c'était Séraphin Lampion, Tournesol sur le point d'être enlevé, ce moment-là donc, et le tour l'espace d'un peu plus de 10 minutes. Or, pour cette dernière scène, ça ne se passe pas du tout comme ça dans l'album, c'est totalement soudain. Comme bien des scènes des divers albums un peu plus ordinaires sur le papier, voire inexistantes, ils les ont dramatisées chez Ellipse, et généralement fort bien. Bref, Tintin et Haddock ont confirmation que Tournesol était responsable des bris de verre. L'homme ayant laissé tomber son paquet de cigarettes avec le nom de l'hôtel où descend le professeur, ils comprennent que ce dernier est en danger et se rendent en Suisse à l'hôtel Cornavin. Bonjour, nous voudrions voir le professeur Tournesol. Il est bien descendu ici, n'est-ce pas? Il est au 122, 4e étage. Pour l'anecdote d'ailleurs, le véritable hôtel n'a pas de chambre 122 au 4e étage, mais a rajouté une plaque à une porte en hommage à l'album. Il manque de peu Tournesol, mais le réceptionniste peut les aider. Ce matin, il m'a demandé les horaires de train pour Nyon. Et juste avant, il m'avait demandé un numéro de téléphone là-bas. Un certain monsieur Topolini ou Topolino. Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus. Je crois que je la retrouverai jamais. Ils ont tout juste le temps pour prendre le train pour Nyon, mais des méchants tentent de les retarder. Tintin les soupçonne vite d'ailleurs, car ils fument les mêmes cigarettes que le type de labo. Ayant loupé le train, ils prennent un taxi, les méchants l'envoient dans la flotte, ils s'en sortent. Arrivés à Nyon, les mêmes essaient de les écraser. Autodidacte! Non, capitaine. Un autodidacte, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas conduire une auto, rien à voir. Ils se rendent donc chez Topolino, un spécialiste des ultrasons avec lequel Tournesol voulait s'entretenir, et on a le droit à quelques explications, mais à la cave se trouve une bombe. L'efficacité de la scène est double. D'une, dans l'album, l'explication assez longue est entrecoupée de gags avec Haddock et l'alcool. Mais comme on l'a grandement évacué dans ces épisodes, à la place, on a une nouvelle scène de suspense avec des plans réguliers sur la bombe dans la cave. De deux, en général dans les fictions, surtout grand public, quand des gentils sont sur le point de se faire tuer par une bombe, il y a toujours un événement qui fait qu'ils s'en sortent. Ici, non, la maison explose bel et bien avec eux à l'intérieur. Je note tout de même que l'explosion est malheureusement peu impressionnante, on ne voit vraiment que de la fumée, dommage. Et bien sûr, The Show Must Go On, ils ne sont que blessés et se retrouvent à l'hôpital. Plus surprenant encore, Tournesol qui est sauf va même leur rendre visite. Plus tard, remis, ils sont sur le point de revenir à Moulinsart, mais il se pourrait qu'on les suive. Allons chercher le professeur, le temps presse. Une nouvelle fois, Tintin est alarmé par la marque de cigarettes. Alors, en l'occurrence, tu as raison, Tintin, mais ça ne te viendrait pas à l'idée que la marque qui fabrique ces cigarettes ait pu en vendre plus d'un paquet? Professeur! Non, ne touchez pas à mon parapluie! On pourrait avoir l'impression comme ça entre tous les enlèvements de personnages et toutes les adaptations de Tintin, mais ce n'est guère la deuxième et dernière fois que Tournesol se fait enlever. Enfin oui, presque, mais il sera pas seul là. À partir de là, les 5 minutes qui suivent sont menées grand train. Poursuites, armes, coups, cris, produits anti-moustiques. Non, pas d'erreur pour ce dernier point. Haddock s'en servira comme arme. Dommage, on n'aura pas droit ici au périple du sparadrap, les lecteurs comprendront. Nos amis finissent par se rendre en Bordurie pour retrouver Tournesol. Un certain colonel Spence est averti, et c'est clair comme de l'eau de roche. Ils ne doivent pas quitter le pays vivant, c'est bien clair. Tintin et Haddock sont reçus royalement, mais étroitement surveillés, notamment par des agents soi-disant chargés de leur sécurité. Moyennant quoi, Tintin et Haddock les saoulent. Voici votre chambre. Je resterai dans les couloirs. Oui, c'est ça. Bonne idée. Donc je reste dans les couloirs. Bonne chose, ce rare maintien d'une scène concernant l'ivresse, d'autant que ça change un peu des tabassages en règle auxquels on a généralement le droit. Les deux compères se réfugient alors à l'opéra, où ils finissent par se cacher dans la loge de la Castafiore qui les aide. Ça doit être la première et dernière fois qu'une femme résout un problème dans la série. Dans le manteau du colonel Spence venu saluer la Castafiore, ils trouvent l'ordre de libération de Tournesol et se rendent à la prison où ils parviennent à le faire évader. La supercherie est découverte et une dernière course-poursuite s'engage alors, très énergique. Mais arrive la frontière, alors il faut passer en force. Enfin, cette fois-ci, contrairement à la version Belvision, l'idée d'une arme de destruction massive ne réjouit pas Tournesol, qui décide de détruire les plans de sa machine et... Attendez, quoi ? Cet épisode restitue l'album au mieux de ses possibilités. Comme je le disais, oui, ils ont dû sacrifier des moments appréciés par les fans, qui auraient été compliqués à mettre en scène aussi efficacement que dans l'album, ou du moins assez vite pour ne durer que 40 minutes. Mais à l'inverse, je crois que peu nombreux sont les mêmes fans qui souligneront les moments où la dramatisation d'une scène rend le tout au moins aussi marquant que dans l'album, et ce sans sacrifier à la compréhension de l'intrigue.
Bien sûr, des détails doivent sauter, mais l'album est un mélange savamment dosé et rythmé d'action, d'humour et de suspense. Et c'est ce qu'on a ici. À 2 reprises, on a plusieurs minutes d'action non-stop dans la deuxième partie, l'humour est là, et le suspense, j'en ai déjà parlé, il est omniprésent. Bref, on a fatalement une adaptation un peu plus simple, mais qui sait où elle va. Moins d'1 an après la fin de parution de l'affaire Tournesol dans le journal de Tintin, démarre la publication de Coq en stock, le 31 octobre 1956. Au départ, l'histoire démarrait par un monologue de Séraphin Lampion au téléphone, que Nestor finit par ignorer pour lire les pensées de Pascal, ou un érudit d'entre Nestor. Dans la version album, cette scène a sauté, et désormais, l'histoire commence avec le mot « fin » original. Un album qui prend des allures de réunion de famille tant on fait revenir de personnages d'autres albums, même pour un instant. Et en fait, question méchants principaux inédits, on en a pratiquement terminé désormais. Il y en aura bien sûr quelques secondaires, et on découvrira le général Tapioca dans quelques épisodes, mais il était évoqué dans d'autres albums, y compris Coq en stock justement. Donc, question antagoniste majeure, désormais, avec Coq en stock, on est tranquille, on les connaît déjà, ce sera retour sur retour. Techniquement, l'album reste remarquable. Hergé est le patron incontesté des studios qui portent son nom, encore heureux, mais être entouré par une équipe l'aide énormément. Dans sa vie privée, les choses ont changé. Hergé a fait la rencontre en 1956 d'une jeune coloriste nommée Fanny Vlaminck. Il va entamer une relation amoureuse avec elle, ce qui ne sera pas sans impact sur son travail, et l'avenir de la licence Tintin, mais là je suis très en avance sur le programme. Le fait est que oui, en ces années, Tintin prend de l'importance et est sur le point de conquérir d'autres marchés. Plusieurs pays européens lisaient déjà Tintin outre la Belgique depuis des années, et une dizaine d'années plus tôt, fort de ce petit marché, Hergé avait même envoyé plusieurs de ses albums à Walt Disney pour lui proposer de les adapter. N'ayant reçu qu'un froid refus de la part du département publicitaire de la compagnie, il avait dû revoir ses ambitions à la baisse pour le résultat que l'on sait. Malgré tout, des traductions vont être lancées pour une foule de pays à partir de la fin des années 50, et ce ne sera pas près de cesser. Année après année, il y en aura de plus en plus. La série d'Ellipse fera donc bien entendu elle aussi le tour du monde. Après, concernant la version anglophone, je dois être probablement trop habitué aux voix françaises, mais les voix ne me semblent pas aussi bien collées aux personnages, ou avoir la même personnalité. Je ne prétends absolument pas que c'est objectif, hein. Après avoir vu les épisodes 50 fois en VF depuis 92, fatalement, on ne s'habitue pas comme ça. C'est vrai, nous l'avons rencontré hier soir. J'allais vous le signaler, mais que nous a-t-il dit? Well, it's true, we met him last night. He seemed to be in a big hurry. En ce qui concerne Milou, ses aboiements sont faits par Suzanne Roman, une actrice canadienne, donc finalement on a bien gardé une femme pour le rôle. Et notons aussi qu'on ne s'est pas ennuyé à la réenregistrer pour la version française. C'est bien ces aboiements qu'on a chez nous. Ça c'est la meilleure. Dans ces conditions, il est impossible de renvoyer Abdallah. That's just great. There's no way we can send him back now. On notera d'ailleurs que si certains qui sont au cast vocal sont principalement connus pour ça, le voice acting, on en a aussi quelques-uns qui ont une carrière au cinéma pas dégueu. Bon, certes, souvent dans des seconds rôles, mais tout de même. Le professeur Tournesol, par exemple, est joué par Wayne Robson, et je vous invite à aller voir sa filmographie, il a tout de même joué dans pas mal de choses. Très bien, merci, mais avouez que ça vous intrigue de me voir arriver ainsi. Rain? No, it's a splendid morning for a stroll. Contrairement à chez nous, les Dupont sont joués par le même acteur. Et si vous trouviez que les voix de Tintin, Haddock et Tournesol étaient relativement proches de ce qu'on a chez nous, là, vous notez que non, hein. Dupont, où es-tu? Ici, Dupont, je suis déjà descendu. Thompson? Yeah, Thompson. I'm downstairs already. Mais allez, on va donc passer à l'épisode. Le film vous a plu, capitaine? Tintin et Haddock sortent d'un cinéma, et lors d'un plan, on notera que quelqu'un dans l'équipe a dû se faire plaisir en mettant quelques classiques lisibles, même s'il a quand même vite manqué d'imagination étant donné que King Kong est programmé 2 fois. Mais Tintin et Haddock, donc, eux, sont allés voir The Outlaw, avec un acteur ressemblant fortement au général Alcazar. Et les voilà qui bousculent le vrai général, qui a l'air bien pressé. Dans la foulée, il perd son portefeuille, mais il a eu beau leur donner l'adresse de son hôtel, le réceptionniste ne le reconnaît pas. Il rentre donc à Moulinsart et, surprise, le petit Abdallah s'y trouve. Il a été provisoirement confié à Tintin et Haddock par l'émir, qui craint d'être renversé par un certain Moul Pacha. Le lendemain matin... Même en connaissant la raison de Tournesol plus tard, c'est tellement random, comment vous ne vouliez ne pas aimer ce personnage? Les Dupont, eux, arrivent à Moulinsart et préviennent Tintin que le général Alcazar est là pour acheter des avions,
toujours dans l'optique de renverser son vieil ennemi, le général Tapioca. Du coup, Tintin et Haddock savent désormais dans quel hôtel il est véritablement descendu. Il est en conversation avec quelqu'un, mais je le reconnais, c'est Dawson. Je l'ai rencontré à Shanghai. Non. Et non, c'est ça aussi de couper des passages. Oui, Dawson est bien méchant du Lotus Bleu. Oui, on le voit dans la version animée du Lotus Bleu. Mais non, contrairement à l'album, Tintin ne le rencontre pas. Mais bon, Tintin suit Dawson et apprend que Moul Pacha a aussi des avions et qui lui ont servi car ça y est, l'émir est renversé. Tintin propose à Haddock d'aller au Kémen, aider l'émir. Haddock n'est pas très chaud, mais au moins, ainsi, il pourra s'éloigner d'Abdallah. Seulement, arrivés au Kémen, ils sont refoulés et doivent repartir. Une bombe est placée dans leur avion, mais Milou utilise son super pressentiment de chien, je suppose, pour flairer donc que la bombe est placée dans la soute à bagages. Seulement, l'avion a un problème technique. Il parvient à se poser avant l'explosion, mais Tintin, saoulé par Milou, finit par aller voir ce qu'il veut. Tintin! Tintin! Tintin et Haddock décident de quitter le groupe et de rejoindre le seigneur Oliveira da Figueira. Quelques heures plus tard, il y a déjà des affiches pour les rechercher. Tintin y apprend que Moul Pacha est en réalité le docteur Muller, qui est décidément très doué pour sortir de prison après avoir été arrêté. Je retrouverai donc toujours ce gredin sur mon chemin. Malpoli. Le lendemain, Tintin et Haddock trouvent un moyen de quitter la ville en se déguisant. Tu ferais mieux de rien répondre, capitaine. C'est pire qu'autre chose. Outre le fait que ta voix te trahit, même le bédouin des cigares du pharaon parle un arabe plus crédible que le tien. Ils sont découverts, mais parviennent à s'enfuir. Leur guide les mène jusqu'à des fidèles de l'émir qui se cachent dans une caverne dans les montagnes. Et on reconnaît très bien le site de Petra, utilisé notamment comme décor extérieur dans Indiana Jones et la dernière croisade. L'émir leur dit que celui qui tire les ficelles du complot est Di Gorgonzola, un mystérieux milliardaire qui se livre au trafic d'esclaves. Chien galeux! Je balayerai bientôt cette hyène puante canaille internationale. Malpoli encore. Mais ils sont hardis en Tintin, dites donc. Pourquoi ne pas les traiter de sacripants pendant qu'on y est? Y a-t-il un moyen de rejoindre le quartier général de cette canaille? Ce ne sera pas facile, mais je trouverai le moyen de vous faire embarquer à bord d'un voilier qui vous y conduira. Les voilà à bord de leur voilier. Un avion les attaque et l'appareil se retrouve à l'eau grâce à un tir de mitraillette de Tintin, mais Haddock et lui se retrouvent sur un radeau, leur bateau ayant été endommagé. Bon prince, il repêche tout de même le pilote de l'avion. Espèce de mitrailleur à bavette, qui êtes-vous? Votre nom? Zut! Comment zut? Mais assez! Peggy 18. Comment zut? M'en vais vous apprendre la politesse? Oui, bien, capitaine, ramenez un peu de moralité dans ce dessin animé vicié. Non, mais zut, ça, mon nom, Piotr Zut. Les voilà qui dérivent en mer tous les trois. Si ça continue, capitaine, nous serons bientôt au régime du docteur Bombard. Ouais. Essayez de l'eau de mer. Oh, jamais de la vie. Boire de l'eau de mer, c'est rempli de plancton que les poissons dévorent. Et signé avec ça. Dans l'album, il en fait un récit plus complet, et qu'est-ce qu'il dirait 60 ans plus tard? Le fait est que, je l'évoquais dans Le Crabe aux pinces d'or, au moins, dans cette adaptation, le capitaine n'est pas complètement stupide. Voilà la différence entre un élément comique un peu maladroit, voire malchanceux, et un personnage débile et cartoonesque. Bref, ils sont repêchés par un bateau sur lequel se trouve... Oh là là, quelle coïncidence! Seulement marqué Di Gorgonzola. Di Gorgonzola, qui n'est autre que... Oh là là, non mais vraiment, quelle coïncidence! Rastapopoulos, qui est joué par le regretté Serge Sauvion. Serge Sauvion, routier du doublage, principalement connu pour celui d'une série dont je vous ai déjà un peu parlé, à savoir le lieutenant Colombo. Je vais m'efforcer d'être bref. Je vais d'abord me débarrasser de ceci. C'est inutile. Continuez votre route, et pas un mot de cela aux passagers, compris? En tout cas, je confirme ce que je disais pour Muller tout de même. Rastapopoulos, Alan, Muller, Jorgen, Spons, ils vont tous en tôle à un moment ou à un autre, mais ils sont tous libérés, ils refont les mêmes conneries qu'avant, voire pire, et pour certains retrouvent même des positions de haut rang, pas mal. On a aussi l'impression que pratiquement tous les trafics en tout genre dans le monde sont orchestrés par une demi-douzaine de personnes. C'est tellement pas réaliste. Un des rares assamandés sera donc Zut, mais ce n'est pas un personnage principal donc. Oh là, doit ouvrir ses bras aux enfants de l'aventure. Le Castafiore. Je vous souhaite la bienvenue à bord du Scheherazade. Elle est ici. Rastapopoulos s'arrange pour que Tintin, Haddock et Zut soient transférés sur un cargo, le Ramona, tenu donc par Alan. On pourrait ajouter la coïncidence, mais vu qu'Alan est un complice de longue date de Rastapopoulos, j'accorde ma grâce sur ce point. Durant la nuit, Alan et l'équipage quittent le cargo, y mettent le feu avec 18 tonnes d'explosifs et de munitions pour condamner Tintin, Haddock et Zut. Et pourquoi ils ne les tuent pas dans leur sommeil? Oh ça va, hein. Ces derniers, sortis de leur cabine, découvrent des prisonniers arabes dans les cales du bateau. Ces derniers étaient destinés à devenir esclaves. Tout le monde s'y met pour éteindre le feu.
Soit dit en passant, autre changement entre la parution dans le journal de Tintin et la parution ultérieure en album. À croire qu'Hergé n'avait rien retenu de Tintin au Congo, ces personnages noirs, qui deviennent arabes dans cette version donc, avaient au départ un langage très primitif et sorti du missier. La deuxième version donc va changer leurs répliques qui vont être dans un français bien meilleur. Mais au-delà de ça, il est temps de parler d'une chose qui me laisse assez partagée sur la simplification de l'intrigue sur l'esclavage dans cette version animée. On va remonter au passage avec l'émir. Dans l'album, il est furieux contre Di Gorgonzola pour des broutilles, et il évoque le trafic d'esclaves en passant, sans être plus outré que ça. Tintin lui est horrifié, mais l'émir en gros c'est... mais bref, Di Gorgonzola. En bref, il s'en fiche. Une nouvelle fois, on peut retrouver la logique de Tintin qu'Hergé a évoquée concernant le sceptre d'Ottokar. L'injustice, ici, ce sont les gens réduits en esclavage. Même si son ami l'émir traite ça de manière bien légère, ce n'est pas de son fait, ce n'est pas le méchant. Donc, Tintin est contre celui qui s'y livre. Or, dans la version animée, c'est bien ce trafic qui lui pose problème à l'émir. Et se livre à un odieux trafic d'esclaves. Il faut éliminer ce monstre. Mais bon, qu'un ami de Tintin traite un esclavagiste aussi nonchalamment, ça l'affichait mal. Vendre l'idée auprès d'autres pays n'aurait pas été aisé, je peux le comprendre. Après, dans l'album comme dans la série, les esclaves dans la cave au départ pensaient aller à la Mecque, mais dans l'album ne réalisaient pas pour la plupart le véritable sort qui les attendait. De même, il y avait cette scène. Un négrier venait inspecter la, entre guillemets, marchandise, le mot esclave étant banni et remplacé par le mot coq. Pas la drogue, du coq, une sorte de charbon. Et il était chassé sous un flot d'injures d'Haddock, Haddock qui montrait encore ici son humanisme, ulcéré qu'il y a encore de l'esclavage au XXe siècle. On aurait tendance à le voir comme un râleur peu sensible, mais ce personnage est plutôt en mode dur au cœur tendre. Et bref, ces deux points simplifiés, là je suis moins d'accord. Car dans cette adaptation, les pèlerins dans la cave disent directement « Vous parquez à fond de cale comme des esclaves !» Et la scène du négrier a sauté. Leur incompréhension gommée d'un côté et la scène la plus choquante qui est supprimée, ça amenuise un peu l'impact de l'intrigue, je pense. Le lendemain, le sous-marin de Rastapopoulos / Di Gorgonzola appelle le Ramona et lui demande de livrer le coq en stock. Tintin alors une terrible révélation. Coq en stock est un mot de code pour désigner les pèlerins. Ces bandits n'avaient absolument pas l'intention de les mener à la Mecque. Ils veulent les vendre comme esclaves. That is brand new information! Oui, ils vous l'ont déjà dit, et le fait que l'équipage les abandonne dans le Ramona prêt à exploser, ça aurait peut-être dû achever de vous mettre la puce à l'oreille, non? Rastapopoulos, apprenant que le Ramona est toujours à flot, il tente de le couler à l'aide d'un sous-marin lance-torpille. Nos héros ne peuvent d'abord qu'éviter les torpilles, mais à terme reçoivent de l'aide de l'armée et sont donc saufs. Di Gorgonzola est sommé de s'expliquer. Rastapopoulos met un canot à la mer pour rejoindre le navire de l'armée, mais soudain, il coule, faisant croire à sa mort. Mais en réalité... Essayez de m'attraper à présent! C'est censé être super sérieux, mais je peux pas m'empêcher de me marrer devant ce passage. Ça a tellement un côté... Mais je reviendrai, Cachette, et cette fois, je t'aurai! Sa disparition favorise le retour de l'émir au pouvoir. Tintin et Haddock peuvent donc rentrer à cette maison de fous appelée Moulinsart, où les farces d'Abdallah, bien que ce dernier soit parti, ont laissé des traces sur Nestor, et où Tournesol a mis au point des patins à roulettes à moteur. Une des rares mini-intrigues sans véritable intérêt qui ait été maintenue dans l'épisode. Alors, ça peut provoquer quelques accidents sur les trottoirs, mais pour être juste, c'est certain que, comparé à son engin à ultrasons, c'est tout de même moins dangereux. Et on finit l'épisode sur un gag pas téléphoné du tout. Ton ami toujours, Abdallah. Nestor se fait toujours du mauvais sang pour d'innocents. Tiens, dans les adaptations Belle Vision, ça finissait toujours sur un rire, souvent collectif, au point que ça en devenait ridicule. Mais combien d'épisodes finissent par un rire dans cette série-là ? Ah, 9 épisodes dont 3 consécutifs, pas mal aussi. Bref, on assiste avec cet épisode à une sorte de deuxième partie d'un diptyque non officiel, puisque les deux histoires ne se suivent pas, mais on a vraiment une suite à Tintin au pays de l'or noir, en un peu plus dépaysant. Cet épisode n'a pas de très gros défauts, mais faire primer l'efficacité quitte à aseptiser un peu l'album est peut-être un peu dommage. On est à des années-lumière de la simplification et du n'importe quoi des adaptations Belle Vision, mais on perd tout de même un peu en subtilité. Ce qui en même temps se défend, je ne dis pas le contraire. Outre la durée, on est dans une série qui doit parler à toute la famille. Je ne dis pas qu'il faut prendre les jeunes enfants pour des imbéciles, mais me replaçant enfant à l'époque où je n'avais pas encore lu les albums, il fallait que le méchant et sa motivation soient facilement identifiables, sinon je décrochais. Quant aux grosses coïncidences, je m'en rendais à peine compte. Aujourd'hui j'en suis plus conscient, mais j'ai tout de même envie d'être indulgent. Faire revenir d'anciens personnages est un bon moyen pour le spectateur de se sentir en terrain familier. Et puis de toute façon ça tient à l'album, ça, pas à l'épisode. Cela dit, si on regarde la série dans l'ordre, on a poussé loin le concept des méchants qui reviennent avec à peu près les mêmes motivations. Il est temps d'avoir une aventure un peu différente question variété.
et ça tombe bien vu les 2 épisodes qui s'annoncent. Nous sommes début 1958. Depuis le mois de mai précédent, Hergé a 50 ans. Moralement, il souffre car il est toujours tiraillé entre Fanny et sa femme Germaine. Professionnellement, néanmoins, les choses se passent bien. Le journal de Tintin est toujours un succès, et les aventures du reporter ont retrouvé une vitesse de parution assez importante depuis quelques années, après celle plus chaotique de 1945 à 1952. La dernière planche de coq en stock est parue le 1er janvier 1958, et c'est le 17 septembre de la même année que débarquera la première de Tintin en Tibet dans le journal de Tintin. D'accord, à une époque révolue depuis déjà un bail, il en démarrait une, à peine avait-il fini la précédente. Mais mine de rien, 9 mois pour commencer à publier une nouvelle histoire, qui exige déjà d'avoir le gros du scénario jusqu'au bout, ça reste un rythme assez soutenu. Il y avait déjà quelques années qu'Hergé pensait au Tibet, restait à trouver un sujet qui souhaitait très simple. Le Yéti s'est vite imposé. Le livre Sur la piste des bêtes ignorées de son ami Bernard Evelmans, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode, lui servira de base pour le caractère du Yéti dans l'histoire. Dans cette aventure donc, son ami Chang, rencontré dans le Lotus Bleu pour rappel, est victime d'un accident d'avion dans les montagnes tibétaines du massif du Gossetan. Tintin est le seul à être intimement persuadé qu'il est en vie et s'embarque dans une expédition pour le secourir. Bien sûr, c'est symboliquement calqué sur la vie d'Hergé qui, depuis des années, essayait de retrouver le vrai Chang. Histoire très particulière car c'est une des rares sans méchant. Je suppose qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est une première vu que l'évasion des frères Loiseau n'est qu'évoquée dans le Trésor de la Came Rouge, quoique ce soit la deuxième partie d'un diptyque. Bon, à chacun sa sémantique. Hein. L'album est probablement le plus émouvant de tous, une pure aventure humaine où Tintin, déjà la gentillesse, la générosité et l'altruisme incarnés, devient carrément la pureté même. Les personnages récurrents inévitables depuis une dizaine d'albums sont ici très réduits. Haddock, Tournesol et Chang, encore que Tournesol n'apparaîtra dans l'adaptation animée que dans Un rêve d'Haddock. Haddock dont j'aurai pas mal à dire plus tard. Publié à l'époque du soulèvement de Lhasa, qui a contraint le Dalai Lama à l'exil, ce 20e album est très personnel pour Hergé. En pleine crise, suite à ses déboires personnels, il fait de mauvais rêves remplis de blanc et rencontre un psychanalyste, le professeur Ricklin, qui lui conseillera de ne pas aller au bout pour exorciser ses démons blancs. À la suite de cet unique entretien, Hergé décidera de ne plus revoir le professeur Ricklin et d'aller au contraire au bout de cette histoire. Le 25 novembre, mon anniversaire, le 25 novembre 1959, l'histoire s'achève dans le journal de Tintin. L'album lui-même aura les traditionnelles modifications par rapport à la publication originale. La première bande de l'album, mais aussi une page entière qui a sauté. Un peu plus anecdotique, c'était surtout gaguesque si je puis dire, pas vraiment utile à l'intrigue, donc s'il y en a une qui devait être écartée, c'est bien celle-là. Ça reste un des albums les plus fameux de Tintin, qui au départ devait être intitulé Le museau de la vache, d'autant plus surprenant qu'à l'intérieur de l'album, on y parle du museau du yak. Tintin en Tibet est aujourd'hui célèbre pour diverses raisons, jusqu'aux plus improbables, comme le célèbre jeu vidéo des années 90, maintes fois évoqué sur internet, c'est notamment avec celui-ci que s'est lancé le joueur du grenier, déchaîné aussi bien dans son test original de 2009 que lorsqu'il l'a retâté. Je l'aurais tellement laissé mourir, Chang, mais j'aurais dansé sur sa tombe. Personnellement, enfant, là où je n'avais pas testé le jeu vidéo Le Temple du Soleil, j'avais effectivement testé Tintin au Tibet, et j'avais pas réussi à passer le premier niveau. C'est un des 4 épisodes que je me souviens avoir vu lors de sa toute première diffusion en 92. Je suis tellement soulagé qu'il n'ait pas fait d'adaptation chez Bellevision. Qu'est-ce que ça a donné avec Charlie Chose qui aurait sans doute décrété que les moines bouddhistes se livraient en fait à un trafic d'armes et que le Yéti aurait sans doute été une sorte de King Kong sanguinaire. Donc heureusement, non. Concernant Ellipse, en théorie, ils ont de quoi rendre une très bonne copie. L'intrigue de l'album est simple, il n'y a pas vraiment de sous-intrigue, couper le passage à New Delhi qui n'est pas essentiel suffit, plus quelques scènes secondaires, mais en théorie, ils peuvent conserver l'essentiel de l'album. C'est aussi un de ceux qui a sans doute le moins à se soucier de la censure, mis à part les moments où Haddock boit. Alors voyons donc s'ils ont réussi à profiter de ces opportunités pour faire un bon épisode. Magnifiques vacances, n'est-ce pas Milou? Tintin et Haddock prennent des vacances bien méritées en montagne. Tintin qui crape à hutte, Haddock lui est moins fan. Ah la montagne, vous devriez m'accompagner. Oh non merci Moussaillon, les balades très peu pour moi. Oh, tu vas adorer les prochaines semaines, mec. Ils apprennent alors à la télévision qu'un avion s'est écrasé dans des montagnes près de Katmandou. Le soir même, Tintin et Haddock font une partie d'échecs.
Haddock se sent en danger, et pourtant il a un sacré avantage. Tintin s'endort, c'est peut-être pour ça qu'il ne s'en rend pas compte, mais Haddock a les blancs donc, et il se paye le luxe d'avoir 2 rois, 2 reines et 3 cavaliers. Il s'ennuie pas quand même. Ah puis, ça doit pas être facile de s'y retrouver avec 3 couleurs de pièces différentes aussi. Tintin s'endort donc, et rêve de Chang l'appelant à l'aide. Ah oui, l'animation a bien des qualités comparée à la BD, mais là... Dans l'album, c'est réglé en une grande case. On a la place d'inclure la réaction de tous les personnages de la salle en une fois. Le lecteur peut prendre tout son temps pour scruter les détails. Mais là, si je conçois qu'un seul plan aurait sans doute été assez compliqué à gérer pour que ça rentre bien et montrer la réaction de tout le monde, le problème c'est qu'à montrer les gens réagir les uns après les autres, ils ont surtout l'air d'avoir un temps de réaction extrêmement lent et ou exagéré. Enfin, sauf lui. On bat les couilles, frère. Quand on a par exemple un dessin de Tintin qui est comme ça, surpris, avec quelques petites gouttes, avec les genoux légèrement pliés, enfin une attitude qui est connue, qui est classique, répertoriée chez Tintin, et qui veut dire l'étonnement. Nous, on peut pas faire ça, c'est impossible en animation, d'un coup d'avoir le personnage qui fait ça avec des petites gouttes. Donc il a fallu trouver d'autres codes, faire plus des pauses d'animation où Tintin va se retourner comme ça, va avoir des attitudes qui sont différentes de celles de la bande dessinée. On n'a pas pu adapter tout. Bref, la salle entière regarde Tintin d'un sale œil. Ah, mamie va te péter la gueule, Tintin. Ah oui, et puis aussi le type très stoïque 5 secondes plus tôt et soudain traumatisé. Lui, il va essayer de coller un procès à Tintin. Le lendemain matin, après son cauchemar, meilleure nouvelle pour Tintin. Chang arrive! Il va rendre visite à son oncle qui demeure à Katmandou, au Népal. Mais Haddock douche son enthousiasme, il semble être un des passagers de l'avion qui s'est écrasé et... Parmi les disparus figure un jeune chinois, Chang Chong-jen. Oui, pourquoi particulièrement lui? Ce n'est pas comme si, par exemple, le journal précisait que c'est le seul dont on n'ait pas retrouvé le corps. Ça aurait pu justifier le truc. Là, mystère. En attendant, chose rare dans les albums et unique dans la série, on voit Tintin pleurer. Oh, Chang! Mon pauvre Chang! Pour la première et dernière fois de cette adaptation. Non! Il vit, j'en suis sûr! Maintenant, je sais pourquoi j'ai fait ce rêve. C'était un rêve prémonitoire ou télépathique. Tintin, où allez-vous? À Katmandou! Par amitié, Haddock consent à y accompagner Tintin, mais montre de la réticence car même si Chang avait survécu au crash en lui-même, il serait mort de froid et de faim depuis. Sur place, ils vont vers la boutique de l'oncle de Chang, mais Haddock heurte un porteur et lui en fait vertement le reproche. Mais pour une fois, ça se retourne contre lui, le porteur crie encore plus fort et Haddock est dans ses petits souliers. Cela dit, on ne comprend pas ce qu'il dit ce porteur, donc allez savoir, hein. Et vous vous laissez dire des choses pareilles, capitaine? Notons que c'est une des rares fois dans cette série en VF où un comédien, Jean-Pierre Moulin en l'occurrence, qui confirme encore qu'il faisait des personnages secondaires, fait l'effort de faire quelque chose qui ressemble à une langue. Je ne suis pas sûr que c'en soit vraiment une, mais rien que le fait que je puisse douter, c'est déjà pas mal. Donc, les voilà chez l'oncle de Chang. Je vous en prie, entrez, il sera ravi de vous voir. Rita et basmati, les grands riz, c'est perlise. Chang est ici? Oh, mon fils Chang Li. Une fois cette méprise passée, l'oncle de Chang contacte le meilleur Sherpa de la région, Tarkey, qui refuse d'y aller, car ce serait risquer plusieurs vies pour retrouver un mort. Tintin en convient et décide de partir seul. Mais le lendemain, salut Hergé... Et voilà, tout est prêt. En avant, Milou. Oh, hé, hé, Moussaillon! Oh, mais... Il n'y a pas de mais, je pars avec vous, que ça vous plaise ou non? Et c'est parti pour l'expédition. Comme l'alcool est toujours pas mal effacé de la série, après avoir beaucoup marché, Haddock s'endort debout directement sans que son canne soit aggravé par l'ivresse, ce qui est un brin bizarre, mais ils se sont tout de même permis de laisser Milou boire dans la flasque du capitaine et se retrouver ivre, peut-être parce que ça donnait lieu à une petite scène d'action. Ils ont pu se sentir entre guillemets obligés de l'inclure, dans la mesure où il n'y a pas vraiment d'autres scènes d'action dans la première partie de l'épisode, et qu'ils voulaient que ça bouge. Arrive alors un passage où les porteurs disent à Haddock qu'il doit absolument passer à gauche d'un édifice. Stop, Saïb! Pas passer à droite du Shorten! Pourquoi? Malheur sur nous, si toi passer à droite. Oh. Des mots en colère. Notez que ça ne sort pas de nulle part, ça. L'édifice, un Shorten en l'occurrence, n'est pas une invention d'Hergé. C'est le Shorten. Normalement, Shorten s'est construit au sommet de la colline pour la mémoire de quelqu'un. Normalement, le Shorten toujours retourné à gauche. Si quelqu'un qui jamais tout retourné à droite, ça porte malheur. Après un peu de marche, ils campent. Mais c'est alors qu'ils entendent un cri étrange. Les porteurs sont persuadés qu'il s'agit du Yeti. Le Yeti, l'abominable homme des neiges? Tata, c'est le vent qui fait ce bruit-là.
Malgré l'incrédulité du capitaine, le lendemain, il tombe sur des traces, les porteurs sont encore persuadés que c'est le Yeti, le capitaine ronchonne, puis, soudain... Descends donc, Cro-Magnon macrocéphale, ectoplasme! Pareil, dans l'album, Haddock est en colère car le Yeti a bu sa bouteille d'alcool. Là, sa colère semble arriver de manière un peu sporadique, et tout ce qu'il parvient à déclencher, c'est une avalanche. Sinon, je l'avais noté de manière un peu succincte dans le premier épisode, remarquez la différence d'animation avec le petit pilote. Les traces de pas ont poussé les porteurs à fuir. Tintin, Haddock et Tarquet doivent tous prendre une charge supplémentaire. Arrive un des moments d'émotion de l'épisode, avec la découverte de la carcasse. Dites, regardez ce que je viens de trouver, c'est navrant. Vous n'auriez pas pu découvrir autre chose, non? Je fais une nouvelle parenthèse sur l'album, mais je suis quand même admiratif de la qualité de cette vignette, notamment la profondeur de champ et la variété qu'il y a toujours dans les albums d'Hergé, comme par exemple, on a cette immense case sur l'avion pour, un peu plus bas, cette multitude de petites cases sur Milou. Belle variété, y a pas à dire, les albums d'Hergé, c'est vraiment quelque chose. Tintin s'éloigne car il cherche un abri où Chang aurait pu se réfugier, et il en trouve un avec un message. Chang! Mais entre-temps, le blizzard est tombé, il suit une ombre qu'il pense être le capitaine, mais tombe dans une crevasse. Milou reste hurlé auprès de l'endroit où est tombé son maître, Tarquet y descend, encordé, aidé du capitaine. Capitaine? Oh, fichez-moi la paix, vous voyez pas que je suis occupé? Capitaine, mais que faites-vous? Oh, Tintin! Tarquet a failli mourir, mais c'était assez drôle. En parlant avec les autres, Tintin comprend alors que la silhouette qu'il a vue dans le blizzard, c'était probablement le Yeti. Oui, on s'en serait douté. Oui? J'ignore où tu es, Chang, mais je te retrouverai. Je te le promets. Une coupure publicitaire après cette affirmation péremptoire, et Tintin s'apprête à repartir pour de bon. Oui bon, c'est faute de piste qui s'en va, mais enfin quand même. Sauf que soudain... Il y a quelque chose de jaune là-haut, sur cette paroi. Une écharpe. C'est la preuve que Chang est vivant. Parce que c'est la seule personne au monde à porter des écharpes. Tarquet trouve que c'est dangereux et refuse de suivre. En revanche, Haddock suit Tintin. Il s'encorde, mais après un bon moment d'escalade, Haddock chute, risquant d'entraîner Tintin dans sa chute. Oh, notez Milou qui se couvrait les yeux avec ses pattes, c'est mignon. Mais plus sérieusement, arrive un moment plein de suspense et de tension, Haddock qui décide de sacrifier sa vie pour Tintin. Je n'ai pas le choix, mon canif, et allons-y. Capitaine, que faites-vous? Je vais tout simplement larguer les amarres, mon jeune ami. Capitaine, je vous en conjure, ne faites pas ça! Et voici à peu près quelle était ma réaction devant ce passage quand j'étais enfant. Même en revoyant l'épisode, gamin, j'étais toujours là, oh mon Dieu! Heureusement, Haddock laisse malencontreusement échapper son canif, qui atterrit dans les mains de Tarquet. Hein? Non, tu veux dire... Capitaine! Oui, Tarquet, se reprochant sa lâcheté, a fait demi-tour et leur vient en aide. Dans l'album, Tarquet mêlait sa lâcheté à un discours sur le fait que Tintin, blanc, aille aider un jeune asiatique alors que lui, Tarquet, de même ethnie, ne le fasse pas. Et oui, pour le coup, je trouve ça bien que ça ait été coupé, quelle que soit la raison. Je veux dire, ce qui est beau, c'est que Tintin veuille sauver un enfant, qu'il soit noir, rouge, jaune, on s'en fout. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Quoi qu'il en soit, ils doivent avancer car le temps se gâte. Le soir, la tempête fait rage et ils perdent la tente qui atterrit sur le Yeti, dont l'existence est donc bel et bien confirmée. Mais ils ont des problèmes plus graves. Ils sont forcés de se déplacer, sinon ils risquent de geler. Mais après des jours de marche, l'épuisement les gagne. Ils aperçoivent alors une lamasserie et pensent être sauvés, mais arrive un des plans classe de l'épisode. Que se passe-t-il? La déesse blanche qui se fâche. En bas, il y a des moines, et un d'eux est nommé Foudre Bénie. Il a une vision de nos trois amis en difficulté. Notons qu'à chaque fois qu'il a une vision, ça le fait léviter. Pendant ce temps, Tintin a eu assez de force pour écrire un appel au secours qu'il a donné à Milou, mais ce dernier le perd. Même sans le message, il accourt donc pour que les moines envoient de l'aide, mais il le pense enragé. Le voilà coincé. Waouh! Petit mais constant! Notez que dans l'album, l'enfant prend Milou pour un chien enragé quand un des moines comprend que c'est un messager. Mais ici, le petit innocent a forcément vu ce que les yeux des adultes blasés n'ont pas vu. Milou est un gentil chien qui veut les guider jusqu'à ses maîtres blessés. Je plaisante, mais je comprends l'intention. Après un peu de repos, ils ont un entretien avec le grand précieux, le chef de l'ordre qui les héberge, qui leur dit qu'ils n'ont aucune chance et doivent faire demi-tour. Cette fois, même Tintin l'accepte, ils sont sur le point de repartir, d'autant que Tarquet, blessé, ne pourrait plus continuer. C'est alors que Foudre Bénie a une vision de Chang, mais aussi... Mais qui donc s'approche de lui?
Je distingue mal. Non, le migou. Le migou est le nom tibétain du Yeti. Mais attends, monsieur Perrault, j'ai la réponse au jeu Jouer Club. Qu'est-ce que j'ai gagné? Pardon. Le Grand Précieux tente de dissuader Tintin de s'approcher du museau du yak, car le Yeti est réputé pour ne jamais rendre sa proie. Tintin s'en fiche, mais Haddock, cette fois, en a plein le dos. Ne comptez pas sur moi. Mais je n'y compte pas. Merci pour tout ce que vous avez fait, capitaine. Et merci d'avoir été un si bon ami. Cette fois, Tintin est seul. Enfin, presque. Pardon, il y a Milou. Waouh, ça c'est de la lune de compète. Et je vous l'avais promis, il est temps d'évoquer quelque chose. Tintin ici est extraordinairement bon, même pour ses standards. Il fera tout, absolument tout, pour retrouver Chang. Mais c'est le héros, et si ça ne rend pas son abnégation moins noble, c'est plus prévisible si je puis dire, et plus hasardeux depuis le départ, se fiant d'abord à un rêve, puis à de minces indices. Or... Vous pensiez peut-être vous débarrasser de moi, pas vrai? Capitaine! Je tiens quand même à dire que cet épisode est surtout pour moi le moment de gloire du capitaine Haddock. Tintin a d'ailleurs bien noté à quel point il avait été bon. Même si depuis le début il ne croit pas à la survie de Chang, malgré son côté râleur et têtu, il a suivi Tintin tout le temps. Et là c'est du concret, il est présent aux côtés de son ami dans les pires difficultés. Il a convaincu Tarquet de venir. Il est toujours venu au secours de Tintin, a manqué de mourir plusieurs fois et était prêt à sacrifier sa vie pour lui. 3e fois dans la série qu'un personnage veut se suicider, et cette fois pour de nobles raisons. Et quand Garlas il a failli partir, son bon cœur l'a rattrapé. Capitaine Haddock, vous êtes quelqu'un de bien. Le museau du yak. Non, c'est celui-là. Bref, voici le museau du yak, où on peut voir pour de bon le Yeti cette fois. Tintin va jusqu'à la grotte, et cette fois, ça y est. Qui est là? Chang! Chang, tu es vivant? Mais pendant ce temps-là... Comme quoi, même l'animation peut garder des choses qui semblent propres à une BD. Le coup de la casquette qui s'envole sous la surprise, ça fait très BD, ça. Il faut que je fasse quelque chose au sujet de cette boule d'aération. Tintin et Chang font donc face au Yeti. Mais Tintin a une idée. Et je ne peux que confirmer ce que je disais sur Haddock, prêt à porter secours à son ami comme un kamikaze. Il est temps pour Chang de raconter son histoire. Lorsque j'ai repris conscience, j'ai cru mourir de frayeur. Ah! C'était le Yeti. Alors, là où dans l'album c'est un peu différent, ici le Yeti est un peu plus humanisé avec ce genre d'expression faciale. Là encore, je pense qu'on voulait le rendre plus explicite pour un jeune public. Mais donc ainsi, l'épisode confirme qu'il se passe d'antagoniste. Le Yeti était en réalité une créature certes sauvage, mais bonne au fond, qui a tout fait pour maintenir Chang en vie depuis un bout de temps. Voici le monastère qui vient s'incliner devant la montée de Tintin et offre à nos 3 amis l'hospitalité dans leur lamasserie pour reprendre des forces. Ils sont finalement prêts à quitter le Tibet. Je me suis parfois demandé si ce n'était pas un être humain. Qui c'est, Chang? Dans un tout autre genre que le diptyque du soleil, cet épisode est une des plus grosses réussites question atmosphère. Il y a beaucoup de moments forts, et c'est une des plus belles aventures humaines de la série. Et si ici le Yeti existe, on ne tombe pas dans le cliché en faisant de lui un horrible monstre. C'est un épisode visuellement réussi qui offre des paysages finalement peu vus dans la série, même si on pourrait trouver une certaine répétitivité. Ce sont des éléments et du terrain que vient le danger, et non d'un mauvais homme ou d'un animal quelconque. Il contraste agréablement avec les habituelles histoires de gangsters, car dans l'ensemble, c'est plus l'exploration, la contemplation et le mystère qui dominent ici, pas vraiment l'action. À mon sens, même s'il flirte parfois un peu avec le too much, c'est le plus poignant des épisodes, je l'aime énormément.